Bon alors, on a qui pour ce soir pour l'émission? Pas facile là, c'est le début des vacances, il n'y a personne qui est dispo. On peut peut-être demander à Lulu, non? Bah non, elle est prof et du coup, là, elle est trop en vacances aux Bahamas. On demande à Zef? Non, il est trop occupé. Ben? Non, trop chauve. Je vais envoyer un message quand même. Grégo? Non, trop provincial. Non, de toute façon, Ben, il peut pas. Ah, mais Ben, il me dit qu'il y a Ketrus et Joe qui passent en fait. Qui? C'est deux chroniqueurs qui sont pas revenus depuis un moment. Joe, il fait partie des tout premiers chroniqueurs. Les premiers chroniqueurs? Et il va pas être trop vieux? Non, mais attends, mais juge-les sur pièce, regarde, les voilà. Ah, bonsoir les petits jeunes. Oh, bonsoir. Salut. Si ça pue, c'est que c'est Joe, c'est pas moi. Ils sont un peu mal polis ces petits, non? Voilà, ça commence bien. Bon, et ça va aller? Vous êtes toujours à la page pour parler de comics? Oh, moi, vous savez, j'ai jamais vraiment rien compris à tout ce qui est cosmique, les Spoutniks et tout le tralala. Je comprends pas bien. Ah, mais tu te souviens quand on avait interviewé Bob Kane? Quoi? Non, moi, j'ai jamais rien ken, hein. Recommence pas avec ces vieilles Que histoires. quoi, de ma cons. poire? Tu mets mon Oh, mais poing dans la tête de bois. Et on va peut-être les séparer là, non? C'est ouf, c'est super bon pour l'audimat, ça. Merde. Je suis pissé dessus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 140e épisode de Comics Outcast, le podcast sur les comics et leurs univers. Durant cette petite heure, 7h30. Ok, c'est 2 bonnes heures. Et oui, on a du bavard ce soir autour de la table. Bref, durant cette émission, nous nous appuierons sur la présentation de comics, sortie tout droit de la besace de mes petits chroniqueurs, pour partager notre bonne humeur et nos blagues les plus douteuses, mais avant tout pour faire preuve d'une mauvaise foi à toute épreuve. Et puisque l'on parle des chroniqueurs, laissez-moi vous présenter celui qui ne chroniquera pas ce soir. Et a-t-il réalisé qu'il devrait réaliser l'émission de la soirée? Adrien Larouzé. J'étais pas prêt du tout, je suis pas prêt à réaliser. Oui. Notre réaliseur-monteur. Ça fait un peu tourneur-fraiseur, ça. Réaliseur. Réaliseur. The realizer. Alors Adrien, comment vas-tu? Loin du micro, mais ça va. Bon, c'est bien. Superbe. Bon, ils sont venus des 3 coins de Paris pour vous présenter leur lecture du moment. Ce sont enfin les chroniqueurs. Et pour commencer, oui, ça fait un moment que vous ne l'avez pas entendu dans Comics Outcast, et pourtant sa voix ne vous laissera pas indifférente. Il sera un peu le barbare de cette émission. C'est Joe. Bonsoir. Salut mec, Bonsoir. comment ça va? Écoute, mon organisme est en train de gérer une gueule de bois. Bien. Donc repose-moi la même question demain, Ça marche. s'il te plaît. Pour le moment, ça va car je suis avec vous, mais ce n'est qu'une façade. Ok, ça fait plaisir déjà. Et qu'est-ce que tu lis toi en ce moment? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Déjà tous les comics qu'il a fallu lire pour ce soir, ça fait beaucoup, d'autant qu'il y en a dont on va parler, vous verrez que c'est touffu, hein, donc ça a pris du temps. Et sinon, je suis un vilain garçon car je lis du manga en ce moment. Mais je me relance un peu dans Junji Ito, qui est un auteur de manga d'épouvante. Et c'est très très bien et ça fait vraiment très très peur. C'est extrêmement malsain. Si vous avez envie de lecture, vraiment, moi c'est toujours difficile de flipper sur de la lecture pure, et surtout de la bande dessinée. Et Junji Ito, ça marche très 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 bien sur moi. Ça me met très mal à l'aise. Ok. Voilà. Donc je lis ça, mais ce n'est pas du comic book. Ok. Et est-ce que tu nous teaserais, alors pas comme le fait de boire comme hier soir, plus comme le fait de teaser, ce que tu vas nous présenter ce soir? Alors, je vais m'occuper du focus. Parce que je viens pas pour compter les lentilles, moi, dans Comics Outcast, si tu veux. Quand je viens pas souvent, mais avec des trucs. Et ça faisait très 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 longtemps en plus que je caressais l'envie de faire un focus sur Joe the Barbarian de Grant Morrison et Sean Murphy. Et on va donc se concentrer là-dessus au milieu de l'émission. Et puis en ce qui concerne les reviews, il y aura, je conserve la surprise. Il y aura beaucoup de violets. Voilà, beaucoup de violets, de mauve, de toutes les nuances de rose, de tout ce type de nuances de couleurs qu'on apprécie beaucoup. Et c'est du mainstream, c'est chez DC. Voilà, je vous laisse réfléchir en attendant. Très bien, bon, on a hâte. Cette
fait un moment que vous ne l'avez pas entendue dans CO. Elle est capable du pire comme du meilleur dans ses sélections de comics, mais sa bienveillance et ses avis éclairés vous mèneront aux meilleures lectures. Elle sera donc notre elfe farceur de la soirée, c'est Nivrae. Oui. Salut Nivrae, ça va? Attends, j'ai un elfe, ça me va. Je me laisse un peu pousser les oreilles, mais ça me va. Ah là, de toute façon, on verrait pas parce que Bah c'est ouais, caché j'ai le par ton casque, casque, ouais. alors Ouais. c'est pas. Mais Ça doit être chiant d'ailleurs au quand moins on t'es se elfe pour voit. mettre un casque parce que tu dois avoir les petites pointes qui dépassent. Il y aura des casques adaptés. Comme un Vulcain finalement. Ouais. Parce que, Comment ils au font veau, Ils mettent peut-être que des écouteurs, les Vulcains, pas des casques. Ou peut-être des petits. Des AirPods pour Vulcains. des AirPods. Mm. Ça fait plus futur. Et qu'est-ce que tu lis toi en ce moment? Eh ben, je viens de finir Lobaloka. Parce que le tout dernier est fini. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'avais Et- posté ça sur mais Insta. Elle est ouais. très jolie la boîte qui trop bien. réunit les. Et c'est horrible parce que je me suis rendu compte que du coup, il me manquait le 2. Ah. Donc il a fallu que je recommande le 2 pour pouvoir faire ma photo Instagram. Donc il a fallu que j'attende. Non mais c'est Quelle horreur. le drame de ma vie. Et sinon, non, j'ai pas lu grand chose d'autre parce qu'il a fallu que je prépare l'émission et que je suis toujours dans ma quête de finir Netflix. Je finis Netflix. Donc c'est très long. Ça n'arrivera jamais. Bon, et qu'est-ce que tu nous parles ce soir? Et ben je vous parle de. Du coup, j'arrive même plus à le dire. Du coup, je vous parle d'une jeune fille avec des pouvoirs Ouais. qui vole et qui est adolescente. Ok. Je m'arrêterai là. Très bien. Lui Ah ouais, en aussi. fait, moi j'ai teasé, mais Ah, j'ai dit dis-moi. direct ce que je faisais en fait. Ouais. Comme un Non, C'est pas t'as grave, pas- tu m'as t'as expliqué pas- tout le reste, c'est T'as pas pas grave. teasé les. Je suis désolé. T'inquiète. Du coup, lui aussi, ça fait un moment que vous ne l'avez pas entendu, mais quand même depuis un peu moins longtemps que Joe, et pourtant depuis plus longtemps que Nivrae. Il nous arrive tout droit du 13e monde. Ses choix de lecture sont toujours du meilleur goût, et pour cause. C'est autant un lecteur de Mignola que du label 619. À la fois calme et posé, mais à la vie bien tranchée. Il arbore un regard profond et une barbe drue et choyante. Il sera donc notre personnage mi-homme, mi-nain pour ce soir. Il s'agit de Kétrus. Bonsoir mon petit. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Merci. Alors qu'est-ce que tu lis toi en ce moment? Ah bah il m'a piqué la réplique. Je lis tout ce qu'il y a à chroniquer ce soir et tout ça. Pas grand chose. En fait, à chaque fois, comme la dernière fois, je refais mon retard. En fait. Ouais. Et là, je fais Gideon Falls. Ah. J'avais lu quand on l'avait chroniqué, donc ça fait un petit bout de temps. Et en fait, j'en ai marre de le voir dans les top comics 2019, 2020, absolument, faut le dire. Donc en fait, je suis en train de tout pignole reprendre. littéralement Ouais. derrière. Et il a raison, parce que c'est. Et du coup, tu nous parles de quoi, Kétrus, ce soir? Ah, faut pas dire le titre, c'est ça? Faut Ouais. préciser. Je parle encore d'un comics qui va encore diviser, je le sens. Futuriste, sans grégo, avec des vaisseaux, des lasers et des muscles. Ok. Très bien. Et donc, en deuxième partie, je fais quand même mon laïus que j'avais prévu. Vas-y. C'est Joe qui nous présentera non pas Conan, mais bel et bien un barbare éponyme pour notre focus. Et pour finir, ma petite équipe du jour vous présentera un hors les bulles sur un visiteur d'un autre monde, pas forcément sympa. Je vous propose d'intituler l'émission de ce soir Joe Barbare Team. Oh, Elle est pour moi. Voilà, référence de vieux encore, bravo. Et cette fois-ci, je crois que je n'ai rien oublié. Alors restez bien proche de votre poste de podcast. Comics Outcast 147, c'est parti. Et on commence donc avec les reviews. Les reviews, c'est quoi? C'est 3 comics sélectionnés par nos chroniqueurs, un chacun. Ils en ont lu les 3 premières issues et ils nous les présentent en nous disant pourquoi ils les ont choisis, ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils en ont pensé et s'ils nous les recommandent. On va commencer donc avec Joe, qui va nous parler de Amethyst chez DC Comics. Tout à fait. Écrit et dessiné par Amy Reader. Une série qui a débuté en février et qui, confinement oblige, en est à sa 3e issue. Tout à fait. Améthyste. Alors, je ne vous cache pas que j'ai complètement choisi ce truc sur la couve. Et presque en me fixant une sorte de challenge de tiens, si tu essayais cette fois-ci de review un truc qu'a priori tu te serais pas dirigé vers ce comics, et en voyant Améthyste et toutes ces nuances de pourpre qui ne sont pas mes couleurs préférées dans la vie, je me suis dit bah là voilà, on est quand même bien sur un truc qui a priori ne me parle pas. Cela dit, il y avait un feeling parce qu'il y a quand même mine de rien des petits trucs qui m'attiraient, et il y avait un feeling très 80s, très She-Ra, Musclor, vraiment les dessins animés de mélange science-fiction et fantasy médiévale des années 80 qui me parlaient beaucoup. Ça ne m'a d'ailleurs pas étonné quand je me suis rendu compte que c'était le relaunch en fait d'un personnage qui avait été créé dans les années 80 et dont les premières aventures
ressemblait à s'y méprendre visuellement à des trucs qui se seraient passés dans le royaume d'Eternia, tu vois. Donc voilà, ça me parlait bien. Néanmoins, on est sur une relecture un peu plus moderne, signée Amy Reeder. Amy Reeder, on la connaît surtout pour ses talents de dessinatrice. On l'a vu récemment partager la tâche avec le dessinateur de Batwoman, il me semble. Enfin voilà, elle a bossé sur plusieurs titres chez DC. J'aime bien son trait, qui me rappelle un petit peu celui de Joel Jones. Dont on parlera peut-être ce soir d'ailleurs aussi sur un autre titre, je sais plus. On parlera ce soir sur un autre titre. Rendez-vous dans la review de Nive Ray. Petit teasing cette fois-ci bien exécuté. Et donc, alors qu'en est-il de Améthyste ? Améthyste, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite sur Terre, qui a l'air de vivre une vie normale d'adolescente, sauf que elle est également dans un univers alternatif, celui de Gemworld, la princesse d'un royaume d'un royaume un peu magique qui tire ses pouvoirs de pierres précieuses, de cristaux précieux, d'où son petit nom Améthyste. Et donc elle vit à la fois sur Terre chez sa famille d'adoption et dans son royaume où son père, le roi et la reine du royaume, ont été assassinés par le super vilain en chef Dark Opal, qui depuis l'assassinat des parents de Améthyste est en prison, mais il est en home arrest, donc en fait il est en prison, il est en confinement en gros, tout simplement. Et donc ce relaunch débute la veille de l'anniversaire de la princesse Améthyste, qui pour ses 16 ans, après avoir fêté son anniversaire avec ses parents et reçu des cadeaux qui a priori ne lui servent à rien, mais qui, vous le découvrirez un petit peu plus tard dans l'histoire, vont en réalité lui servir. Elle traverse un portail interdimensionnel pour retourner dans Gemworld afin de célébrer son anniversaire avec son peuple et ses sujets. Sauf que surprise, dès le début de cette première issue, lorsqu'elle revient dans son royaume, celui-ci a disparu, déserté. Tous les sujets, en tout cas, se sont volatilisés dans la nature. On ne sait pas du tout où ils sont. Et en plus, le royaume a l'air d'avoir subi quelques dommages quand même. Et donc, elle revient pour son anniversaire et se retrouve seule face à un royaume vide. Elle décide donc de partir à la recherche de son peuple qui a intégralement disparu et s'aperçoit que depuis qu'elle n'est pas revenue au royaume, certaines choses ont changé et l'atmosphère est plutôt étrange puisque lorsqu'elle fait la requête de l'aide des reines et seigneurs des royaumes voisins, qui d'ordinaire sont ses alliés, ont combattu à ses côtés contre Dark Opal auparavant, eh bien il lui tourne plus ou moins le dos et elle a la dérangeante sensation d'être une personne qui n'est pas la bienvenue nulle part en fait. C'est-à-dire que non seulement la seigneurie, la royauté locale la désavoue, mais même le peuple, les populations des différents royaumes de Gemworld semblent ne pas spécialement lui porter énormément d'affection et elle comprend pas trop pourquoi. Évidemment, tout ceci le récit va se développer assez rapidement puisque c'est un relaunch sous forme d'une mini-série qui est déjà annoncée en 6 issues, donc ça va assez vite, un petit peu trop à mon goût, mais ça on y reviendra. Et donc évidemment un complot, une machinerie va petit à petit se dessiner et Améthyste va partir dans une quête beaucoup plus importante qui est pourtant déjà importante à la base. Excusez-moi, petit rôle de prof d'histoire. La quête déjà importante à la base, qui est celle de retrouver son peuple, va se transformer en une quête beaucoup plus personnelle, beaucoup plus personnelle, vraiment importante et significatrice pour elle, mais j'ai pas envie de trop en dévoiler, donc voilà. Mais elle va s'apercevoir que beaucoup de choses qu'elle pensait savoir vont s'avérer bien différentes de la réalité et ça va changer un petit peu voilà sa destinée. Donc voilà, ça c'est un petit pitch. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je suis un peu mi-figue mi-raisin sur Améthyste. D'un côté,
malgré cette profusion de nuances de violet, j'ai trouvé ça assez joli. Bon, c'est du comics mainstream, hein, donc il n'y a rien d'exceptionnel, d'extraordinaire, mais cela dit, j'aime bien la direction artistique, effectivement très 80s. Il y a un côté très Jem et les hologrammes, meets She-Ra, meets Hanna-Barbera et tout ce que tu veux. J'aime vraiment bien. J'aimais bien aussi la personnalité finalement assez anti-héroïque de Améthyste, qui est un peu qui parfois peut même être limite un peu exaspérante, et qui est finalement assez loin de ce à quoi je m'attendais avant de commencer à lire, c'est-à-dire celui d'une princesse un peu sans odeur et sans saveur, si tu veux. Elle est un petit peu éloignée des stéréotypes auxquels je m'attendais. Donc ça fait partie des bons points. Pour moi, il y a vraiment un vrai problème de narration. D'accord, déjà là. Ouais. Sur les 3 premières issues, ça va vraiment très très vite. Ouais. Je suppose que c'est dû au fait que c'est uniquement en 6 issues et que donc il faut couvrir pas mal de trucs. Mais cela dit, la manière dont la princesse s'engage dans cette quête et rencontre ses compagnons de route, je trouve que tout se fait tellement rapidement qu'on a vraiment on a très peu de background hormis le sien. Ouais. C'est-à-dire, on arrive quand même dans un royaume dans un univers où il y a plusieurs royaumes, où il y a une hiérarchie qui semble bien installée, et on en sait vraiment très très peu dessus, et on en sait peu pas parce que l'auteur a voulu garder le mystère, juste parce qu'on zappe, quoi. Ouais. On sent que c'est zappé. Et les personnages, donc j'en parlais, les compagnons de route qu'elle rencontre, pourraient former une team un petit peu sympa si on avait de l'affection pour eux, mais en fait le problème c'est qu'on n'a pas le temps on a vraiment pas le temps de les découvrir. On partage pas grand chose avec eux parce qu'il y a énormément d'ellipses. Ouais. On passe souvent, on a l'impression que la quête avance sans qu'on ait eu les pages qui correspondent. Du coup, je suis un peu sur ma faim, parce que je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire quelque chose d'assez enlevé, d'assez différent de ce qu'on peut trouver chez DC Comics. Finalement, on n'est pas vraiment dans du récit super-héroïque. On est dans quelque chose qui relève plus de la fantaisie un peu adolescente. Ouais. Et c'est dommage. Vu que c'est que 6 issues, je vais le terminer quand ce sera publié. Mais pour moi, c'est un peu mal embarqué. J'ai peur de vraiment rester sur ma faim, parce que récit un petit peu trop survolé. Donc je sais pas, étant donné qu'Amy Reader est toute seule, peut-être qu'elle a vraiment plus mis l'accent sur le côté artistique. Et j'ai lu en plus une interview d'elle, je vois ce qu'elle a voulu faire. Ouais. Elle a voulu faire quelque chose de moderne dans l'air du temps, qui propose un personnage féminin vraiment creusé, intéressant. Et malgré tout, je trouve que ça tombe un petit peu à plat. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de plus tenu, de plus consistant. Voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel. J'attends celui de mes petits camarades. Mais voilà. C'est en tout cas en ce moment chez DC Comics. Et ne serait-ce que, si vous êtes amateur de délire un petit peu 80s, ça pourrait vous plaire. Ok. Voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Je rejoins Joe sur le côté un peu straightforward du récit. C'est très simpliste en fait, ça va très vite, ça casse pas 3 pattes un canard au niveau des dialogues et ce genre de trucs. C'est complètement un récit adolescent, comme il le disait, c'est-à-dire que ça tourne beaucoup autour des chamailleries adolescentes des protagonistes. Oui, puis t'as cette espèce de construction mais qui est un peu forcée, tu sais, des romans d'aventure et de périple où l'héroïne en fait va avoir de nouveaux compagnons au fur et à mesure de ses pérégrinations. C'est un peu forcé, c'est un peu simpliste. Du coup, moi, ça m'a pas vraiment beaucoup attiré. Et c'est marrant, je rebondis sur ce qu'il disait sur le fait qu'on rush beaucoup. C'est marrant parce que l'héroïne rush beaucoup les autres aussi. C'est-à-dire il s'arrête à des endroits genre non, pas le temps. Il y a un camp, on va dire, d'outcast, quoi, de gitans, même un peu gitans.
beaucoup même très inspiré des Gitans ou des Romanichels. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que ils sont mis en marge de la société parce qu'ils utilisent des cristaux qui sont pas parmi les 9 ou 8 cristaux principaux, je sais plus combien il y en a. Et en fait, ça, c'est super intéressant, ça devient un peu mystique. Et en fait, d'un seul coup, ça coupe court et ils continuent leur périple. Et ils courent en fait, ils courent tout le temps. Ils sont toujours en train de rattraper le temps perdu. Et tu sais pas trop pourquoi, parce qu'au final, bon, voilà. Et en fait, c'est dommage parce que effectivement, l'univers a l'air assez riche, a l'air assez intéressant, même si bon, tu n'accroches pas forcément au délire des cristaux magiques. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui aurait pu être creusé. Et là, on n'apprend rien. Et en plus, si tu me dis que c'est en 6 issues, bah, tu sais que t'en sauras pas plus. Alors peut-être qu'il faut lire les récits originaux qui doivent être un peu plus complets. Et puis le personnage a été récemment réintroduit dans Young Justice. Dans la série régulière, et donc alors je sais pas à quel point elle va devenir récurrente ou pas, et peut-être que justement via ses backstories à elle on va en découvrir plus, mais pour cette mini-série là en tout cas c'est clair que ça m'étonnerait qu'on plonge vraiment dans la profondeur du lore de cet univers. C'est clair. Donc voilà quoi, je pense que ça veut plaire à une catégorie de lecteurs plutôt jeune en fait. Ok. Je pense. C'est assez simple, c'est très coloré, puis c'est quand même, ça reste marrant. Enfin moi je vais pas exploser de rire à chaque page, mais je pense quand même qu'il y a un humour qui peut toucher certains quoi. Et tu continuerais jusqu'au bout ou tu vas t'arrêter là ? Pas. Absolument pas. Ok. Très bien. Ça a le mérite d'être clair. Et toi Nivray, alors du coup, est-ce que tu as plus accroché ? Alors j'ai pas non plus énormément accroché. Ça fait un bout de temps que je tourne autour de ce comics parce que quand il était sorti, j'avais acheté une issue avec une cover un peu spéciale et je m'étais pris du coup le $1 comics du personnage d'origine, histoire d'en savoir plus, parce qu'effectivement sur la cover, quand tu vois Améthyste, tu fais « Oh, c'est une She-Ra en violet, c'est trop bien !» J'étais un peu dans ma période de matage de la série animée, donc j'avais besoin de ça. Et c'est vrai que le dessin, il te rebute pas, mais l'histoire, ça va. En fait, j'hésite entre ça va trop vite ou c'est trop brouillon. Enfin, il y a un truc qui va pas trop dans la manière dont c'est scénarisé, dont c'est expliqué. T'as d'un côté ce côté un peu teenage de la jeune fille, plus un espèce de gros lore derrière où t'en as juste quelques petites bribes. Où il manque des choses pour faire du lien, pour faire quelque chose de vivant. Et en fait, je me suis pas du tout attachée au personnage. Ce qui est quand même très triste parce que c'est le type de personnage qui habituellement m'accroche vraiment. Et là, en fait, comme tu le disais, Jo, des fois, elle est un peu insupportable. Et du coup, jamais je me suis vraiment accrochée à elle, alors que c'est une princesse violette. Enfin, non mais en fait, pour moi, il y a aucune raison quand je la vois. Kind of shit. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Quand je la vois, je me dis, elle a son cheval. Enfin, c'est juste parfait, quoi. Mais non, en fait, j'ai vraiment pas accroché. Et même. Elle a un pur Pégase, quoi. Mais franchement, il est bien là, sa première apparition, c'est trop cool, tu vois. Et il y a des mises en case qui sont bien, il y a des trucs qui sont cool, mais ça m'a pas du tout accroché et j'ai pas l'impression que l'histoire, alors je dirais au bout des 6 issues, ça c'est sûr, parce que c'est pas très long, on est déjà à la moitié, mais j'ai l'impression qu'ils vont plus essayer de recycler des vieilles choses pour essayer de te remettre un bout de l'or à travers une nouvelle histoire, pour pas trop t'expliquer les choses, mais te les expliquer un peu quand même. Et du coup, je suis pas sûre que ça m'aille. J'aurais préféré un truc vraiment tout neuf, reparti de zéro, plutôt qu'une espèce de repompée un peu des histoires de l'époque mélangées avec un truc moderne. Okay. Ça me plaît pas trop, en tout cas, cette version-là. On le signale sur le Discord, et c'est vrai que j'avais oublié de le dire, c'est dans l'imprint Wonder Comics de chez DC. Oui, d'accord. Et donc, ça me laisse quand même néanmoins espérer d'autres trucs. Tu vois, d'autres titres dans cette vibe un petit peu, peut-être avec des récits plus ambitieux, des personnages un petit peu plus creusés et tout. Donc voilà, je vais m'intéresser à l'imprint, mais Améthyste, pour moi, c'est un coup d'épée dans le haut. Ok. Bon, du coup, pour faire un petit résumé, c'est Améthyste chez DC Comics. Il y a donc 3 issues de sortie pour le moment. À la base, le TPB devait sortir le 5 juin. Je ne sais pas du coup à quelle date il était. Parce que là, ils reprennent un par mois. À mon avis, ça sera septembre. Ouais, septembre. Et d'un avis général, ça peut plaire peut-être à des adolescents pas fut-fut. Oh non, non, parce qu'en vrai, le pas fut-fut, je pense qu'il comprendrait pas parce que c'est assez costaud. Non, mais en vrai, c'est assez costaud tout ce qui se passe, mais c'est juste pas hyper expliqué. Non, je pense que ça veut plaire, c'est pas forcément pas fut-fut, tu veux un truc léger. Ah oui, mais c'est pas du. Je trouve pas si léger. C'est pas du teenage profond. Ouais. Non, c'est pas profond. Ok. Très bien.
Ensuite, nous allons passer au deuxième titre du jour et c'est Nivrae qui va nous en parler. Il s'agit de Supergirl Being Super chez DC Comics et qui n'est pas encore sorti chez Urban puisqu'il est, Il sera sorti au moment où on enregistre. Ah Oui, ça arrive là, non? Le 10, bien. très exactement, et on enregistre le 8. Je sais pas du tout quel jour on est. Ça arrive vendredi. Ça sort vendredi. Il va sortir, on est mercredi Ok. quand on enregistre, donc ça sort vendredi. Ok. Donc, quand vous Donc, écouterez avant ce l'émission. comic, avant la sortie de l'émission. ça sort Parfait. aujourd'hui. Voilà, ça sort aujourd'hui. Alors, Nivrae, qu'est-ce que tu peux nous dire de Supergirl? Alors du coup, Supergirl Being Super, donc comme on disait, c'est sorti du coup chez Urban Link le 10 juillet, mais c'est un comics qui date de décembre 2016, donc il y a déjà un petit bout de temps. On retrouve à l'écriture Mariko Tamaki, dont j'ai parlé la dernière fois en fait, puisque c'est elle qui a fait Harley Breaking Glass. Donc la même talentueuse auteure de retour pour un comics qui parle d'une jeune héroïne. Donc comme c'était le cas pour Harley, ici on a une adolescente pour Supergirl, une lycéenne. Au dessin, on retrouve Joël Jones, dont parlait Joe tout à l'heure, qui a bossé sur Lady Killers, qui a bossé sur Fable aussi, sur l'adaptation en comics, je ne sais pas, de Dr. Horrible Singalong Blog, qu'il faut absolument que je lise parce que j'adore cette série. Et Lady Killers qu'on avait chroniqué dans une émission où j'étais là dans Comics Attack, je sais plus si c'est moi qui l'avais chroniqué ou pas, mais c'était hyper bien. Oui, Très bien. Alors de quoi ça parle? Donc on a Kara qui a 16 ans, enfin environ, on n'est pas tout à fait sûr parce que sa date de naissance, elle est estimée par rapport au jour où ses parents adoptifs l'ont trouvée. Elle est au lycée avec ses deux copines, Dolly et Jen. C'est une sportive, mais elle se limite un petit peu parce que c'est très bien qu'avec ses pouvoirs, elle serait grillée. Donc quand elle fait des tours de piste, elle fait toujours exactement pile le même temps, parce que elle n'est pas non plus des masses imaginatives, faut pas déconner. Et lors d'une très grosse compétition de sport, la terre tremble, s'ouvre en deux, et alors qu'elle essaye de sauver ses deux amis, son pouvoir caché ne fonctionne plus, et elle en rate une. Donc en gros, elle en sauve une et l'autre disparaît. Et en fait, elle va essayer de chercher pourquoi ça a échoué et quel est le phénomène qui a fait qu'elle n'a plus ses compétences. Donc on va, comme dans Harley Quinn, c'est la construction du personnage, même si elle a déjà ses pouvoirs, elle sait déjà qui elle est, mais elle ne connaît pas tout à fait son origine, sa planète, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, quelles sont vraiment ses capacités, ses pouvoirs. Donc elle va apprendre ça au fur et à mesure, faire des rencontres pas tout à fait toujours parfaites, mais c'est un personnage qui n'est pas idiot, qui tout le long en voix off va te dire des choses, va te dire oui là il me prend pour une couillonne, je suis pas la fille banale, faudrait qu'il fasse gaffe quand même. Enfin, c'est un personnage qui est très moderne, qui est pas idiot, et tu vas vraiment la voir se construire, réfléchir à plein de choses. Alors il y a aussi des trucs un petit peu fun, il y a une très belle scène dans une salle de bain avec un petit bouton qui éclate, mais voilà, je l'ai trouvé très cool, il se lit vraiment très bien, très facilement, mais c'est une bonne recherche autour du personnage. J'aime bien ce que fait Mariko Tamaki sur la recherche de ses personnages en version un peu plus adolescente, un peu plus jeune, même si Supergirl n'est pas non plus hyper vieille, comme Harley Quinn, qui est pas non plus un personnage hyper vieux. Mais ça marche bien, c'est bien adapté, et ça donne même envie d'avoir une suite, une ouverture vers autre chose, même si, à mon avis, il n'y en aura jamais. Ouais. Mais c'est des très bons tomes introductifs. Alors, normalement, on est censé lire que les 3 issues, mais il en fait à peu près 4. En français, c'est 200 pages. Donc ça se lit, ça se dévore très très vite. Les graphic novels, c'est toujours... Ouais, c'est ça, les graphic novels, t'as du mal à t'arrêter, t'as tout dans les mains. En plus, c'est le format Urban Link, en VF, tu le manges, quoi, tu t'arrêtes pas, c'est limite s'il n'y a pas de fin. Donc le seul truc, je dirais, ça manque un petit peu de waouh sur le visuel. Ouais. Voilà. T'as pas une case particulière où tu t'arrêtes en disant oh, c'est trop beau. Ouais. T'as quelques trucs sympas, mais c'est cool d'ailleurs, parce qu'à la fin, il y a les croquis qui sont hyper beaux. Non, c'est vrai que les croquis sont vachement bien, ouais. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu d'une case où tu ouvres et tu fais waouh, tu vois. Sur Harley Quinn, il y avait beaucoup ça, mais là c'était une patte particulière. C'était une patte particulière, ouais. Mais du coup, Joël Jones a fait un bon boulot, c'est très propre, mais ça manque un peu de waouh. Est-ce que les couleurs jouent pas un petit peu à tout ça? Est-ce que c'est pas un peu ces styles de colorisation qui, moi, me gênent un petit peu parce qu'elles sont un peu fades, beaucoup dans le dégradé, dans le... Ouais. Non, moi, ça m'a pas gêné particulièrement, en tout cas pas au niveau des couleurs.
Je sais pas. Enfin, pas dans le choix des couleurs en elles-mêmes, hein, mais plus la mise en couleur qui manque de caractère. Et de... Enfin, pour moi, effectivement, il y a un manque d'un petit waouh, d'un quelque chose, tu vois, qui dirait plus de détails, tu vois, plus d'ombre. C'est pas bâclé, c'est vraiment pas ça, mais je sais pas. Des décors, quoi, s'il vous plaît. Ouais, des décors, par exemple. Il y en a. Non, mais il y en a, pas sur toutes les cases, mais. Je le trouve dur. Voilà. En tout cas, gros vent de fraîcheur, ça fait toujours du bien. Pour l'instant, cette collection, c'est ce que j'allais te demander. Je l'aime. Elle s'inscrit bien dans cette nouvelle. En fait, ça colle bien. Leur collection, elle est en mode teenage, en mode de dévorez-moi vite et continuez à m'acheter, et ça marche. Titre. T'as écrit ça en même temps. Voilà. C'est beau. Bon, et toi, du coup, Joe? J'ai trouvé ça super. Ouais. Voilà, j'ai trouvé ça super. Non, mais alors je suis très partagé sur l'artistique. Ouais. Alors que pourtant Joel Jones, je suis assez client, mais là effectivement, je trouve qu'il y a un truc dans l'ancrage et dans la colorisation numérique qui pour moi marche pas du tout. Enfin, c'est toujours en parlant des croquis à la fin, il y a plein de croquis en noir et blanc, il y en a quelques-uns en couleur où c'est du crayonné, où les couleurs sont crayonnées, et ça rend hyper bien, et je trouve qu'en plus ça aurait vraiment collé à ce récit. Alors je pense que malheureusement ça aurait été beaucoup plus chronophage de faire ça, et c'est pour ça que ça n'existe pas. Ça devait probablement sortir vite, et donc ça a bénéficié de deadline castratrice en termes de couleurs, mais c'est dommage parce que en fait j'ai trouvé le récit super. Je trouvais le récit vraiment bien, j'ai trouvé le personnage de Kara hyper bien cerné. On s'attache à elle, on est emmerdé pour ce qui lui arrive. Je trouve qu'elle a une manière très naturelle et donc crédible de réagir aux situations auxquelles elle est confrontée, que ce soit ces situations de vie quotidienne et ces situations de vie plus super-héroïques. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment bien, et j'ai surtout apprécié parfois quand la gravité vient s'immiscer dans le truc. Tu vois, t'es quand même dans un récit de comics, d'une sorte d'origin story assez légère, et parfois t'as quand même des touches de gravité qui viennent apporter un vrai truc au récit, et qui, je trouve, font pas poser là comme ça. C'est assez, il y a des moments vraiment touchants, donc c'est particulièrement pour ça que ça m'a plu, et vraiment pour la caractérisation des personnages principaux que j'ai trouvé hyper bien géré par Mariko Tamaki. Voilà, j'ai trouvé que c'était un récit bien maîtrisé. Dommage que l'artwork soit pas vraiment au niveau. Il y a quelques chouettes planches, mais dans l'ensemble, je trouvais ça un peu random d'ici shit, et c'est dommage. Ouais. Voilà. Ok. Et toi, alors Kétrus, je te vois dodeliner de la tête. Ouais. Dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé. Alors j'ai trouvé ça super bien. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Moi, je suis resté bloqué sur le fait qu'elle arrive pas à sauver sa copine, en fait. Ça m'a vraiment, ça m'a foutu les boules, mais vraiment quoi. Moi je m'y attendais une case où il va y avoir une main. C'est ça. Au dernier moment, et non. Et d'ailleurs cette case est très belle parce qu'en plus quand elle tombe, c'est en noir et blanc, c'est en bicolore. Enfin c'est assez bien foutu. Et moi ça m'a tenu plusieurs pages, parce qu'en fait le traitement du deuil, le traitement de la culpabilité, il est hyper bien fait quoi. Et moi j'avais la boule dans la gorge pendant très longtemps en fait. Le premier TVB fait 200 pages, ça m'a quitté quand il y a eu le premier twist réellement, mais ça waouh quoi. Tu vois, quand un comics mainstream qui parle d'une super-héroïne, en plus on sait des fois qu'il le traite un peu de façon légère, arrive à te prendre comme ça à la gorge et arrive à te prendre au trip, super quoi. Franchement, rien que pour ça vous devez le lire quoi. Enfin, c'est facile à lire, c'est pas simple, c'est assez complexe. Les relations avec sa famille, avec son père, elles sont dans des non-dits, dans beaucoup d'implicites, et ça c'est aussi un peu rare quoi. On a un peu tendance à nous asséner des choses un peu en pleine face, et à ce propos-là, je reviens aussi du coup sur l'artwork que moi je trouve vraiment bien en fait. C'est-à-dire qu'il y a une planche où on nous se fout de la gueule de cette planche là sur le Discord, et on se l'est montré là pendant l'enregistrement, où en fait c'est la première fois où en gros elle va voler, les petites filles en fait elles marchent sur le toit et elle saute du toit, elle atterrit sans dommage au sol, et en fait la composition est très très bien. C'est-à-dire que c'est très bien découpé, on la voit marcher, on sait qu'elle va sauter, on voit ses parents qui s'inquiètent, elle saute.
on voit son père qui retient sa mère qui tombe dans les pommes et elle après au sol avec son père qui lui parle. Et en fait, c'est super bien fait. Enfin, la planche, elle est très bien. C'est gâché malheureusement par des fonds sans décor. Pourquoi pas? Franchement, si ça aide, si ça empêche de lire en fait ce qu'il a voulu, ce que l'artiste a voulu montrer. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça très bien, mais un aplat aurait été 10 fois mieux que juste une espèce de dégradé dégueulasse, entre guillemets, numérique, quoi. Donc, je vous trouve un peu dur sur l'artwork. Moi, je trouve que les compositions sont très bien. C'est très dynamique. C'est-à-dire que je trouve que le mouvement est bien reproduit, on le sent bien. Quand tu cours très vite, on le sent. Il y a quand même des petits effets de composition qui sont tentés et c'est chouette. Donc, moi, je suis totalement fan. Franchement, je ne m'attendais pas à prendre un aussi grand plaisir. J'ai dévoré les 200 pages du TPB comme ça, quoi, d'une traite. Et c'est un gros oui pour moi. Ok, super. Bon, alors pour refaire un petit point, c'était Supergirl Being Super. Chez DC Comics, c'est paru en décembre 2016. En fait, j'ai retrouvé mes notes. Et c'est sorti en TPB chez Urban Comics en juillet. Le 10 juillet. Pardon. Ouais. Il est sorti en même temps que Wonder Woman Legendary. Bon, passons à la suite. Et alors, qu'est-ce qu'on vous prépare ce soir, Micheline? Vous voyez le petit pilote du Goldorak? Bien. Imagine-le cru, haché, avec du tabasco et un jaune d'œuf. Et vous gagnez un magnifique Tartarus. Et je crois que c'est ce dont on va nous parler Ketrus ce soir. Ketrus, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, je regrette de ne pas avoir pris un truc mainstream plus facile à expliquer avec des prénoms et des noms américains comme d'habitude, quoi. On est sur du vrai comics image là, du bien fat en 44 pages qui part dans tous les sens avec des apartés, des ellipses, des flashbacks, des flash-forward et en veux-tu en voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'est Tartarus. C'est déjà une œuvre de science-fiction et on est quelque part dans l'espace, à un endroit où deux peuples se font la guerre, les Baxnan et les Jurians. Et on a une planète, la planète Styx, sur laquelle on a la cité de Tartarus. Donc la cité de Tartarus, c'est une cité un peu de bandits, une cité un peu malfamée où tu peux rencontrer, comme tu pourrais en voir dans Star Wars en fait. Ouais. Ou dans les univers de Warhammer 40 000. Et qu'est-ce qu'il y a en fait sur cette cité? Cette cité a été créée en fait à la base par c'était une colonie minière de Baxnan. Et ils sont arrivés dessus et en fait ils ont fait une énorme découverte. Ils ont découvert le liquide. Et qu'est-ce que c'est? Titre. Qu'est-ce que c'est le liquide? En fait, c'est une substance qu'on peut modeler à sa guise. On peut en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire des armes, des bâtiments, n'importe quoi en fait, n'importe quels objets. Ouais. Et donc en fait, cette colonie minière, enfin les gens qui étaient dessus, ont commencé à fonder une espèce de religion autour de ce liquide, quelque chose d'un peu mystique où ils utilisent une diète spéciale, des capacités plutôt psychique, mais ça, j'ai pas été assez loin en fait pour les découvrir. Ils ont fondé une espèce de religion, ils sont appelés les djinns, comme les djinns que tu as en Orient. Et forcément, ils sont aussi devenus très riches parce qu'en fait, ils ont commencé à vendre le liquide, etc. Et ça n'a pas plu aux Baxnan parce qu'en fait, ils l'ont vendu aussi à leurs ennemis, les Jurians. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début. Donc, s'est engagée une grande guerre, une répression en fait de cette nouvelle colonie Tartarus par les Baxnan. Ils ont fait un embargo et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de cité un peu de bandits, de brigands, etc. Donc ça, c'est pour poser un peu l'histoire globale en fait de la région. Et qu'est-ce qu'il y a sur Tartarus? Il y a The Pit. Rien à voir avec Brad, c'est le puits et c'est une espèce de prison souterraine avec plusieurs niveaux et évidemment on a un 9e niveau hyper grand où il n'y a que les plus méchants bandits et c'est là où le récit commence et on va retrouver Surka qui est une djinn justement, très dangereuse, qui a été apparemment une warlord parce que pendant la répression en fait il y a eu forcément des émeutes et une guerre qui s'est déclenchée. Et cette Surka, c'est peut-être, à mon avis, ce qui est décrit comme une des plus badass femmes de l'univers que l'on connaît, en tout cas dans Tartarus. Et elle pète la gueule à tout le monde. Elle arrive à faire libérer les prisonniers dans une espèce de grande explosion où elle sort à la surface avec tous ces prisonniers. Pourquoi? Pour retrouver sa fille Tilde. Car oui, dans cette prison, elle a réussi à mettre au monde cette fille, une fille toute mignonne, toute gentille. S'ensuit un combat
où elle se fait tuer avec une autre femme badass qui est la maître des clés. Ok. Et pouc, on passe 7 ans plus tard, ou 17 ans plus tard, 17. je ne sais plus, 17 ans plus tard, et on retrouve Tilda, en fait, qui est sur un navire d'académie militaire de Baxnan, qui est en orbite au-dessus de Tartarus. Et donc cette jeune fille ignore tout du fait que sa mère, c'est Surka, une ancienne warlord de Tartarus, une ancienne Djinn. Et donc sur ce monde, sur cette académie militaire, on apprend que il y a depuis quelques temps, plusieurs généraux Baxnan se font assassiner et que ça commence à bien faire. Mais en fait, nos amis, et donc Tilda et surtout quelques-uns de ses potes, eux s'en préoccupent plus ou moins pas trop. Il y en a un, il est surtout obsédé par une espèce de Tinder moderne où il a vu qu'il matchait avec une nana qui malheureusement est sur Tartarus. Et non, Tartarus est interdit. Donc voilà. Et donc c'est des cadets en fait de l'académie, donc ils sont pas forcément très au fait de ça. Mais voilà, ça commence à partir un peu en cacahuète parce que là, Tilda découvre pendant Elle tilt. Elle tilt pendant un examen médical qu'en fait sa grand-mère qui l'a élevée sur le monde natal des Baxnan n'est pas vraiment sa grand-mère. Elle est convoquée par le capitaine, le général en fait, qui contrôle la station. Et il l'emmène dans les bas-fonds du vaisseau de la station et commence en fait à lui expliquer ce que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire le liquide, l'insurrection et le fait qu'elle est la fille de Surka. Il lui dit qu'elle seule peut résoudre ce problème, qui est en fait elle-même. Il lui tend son épée, qui est une épée faite avec le liquide, le fameux liquide, et il lui dit tu dois toi-même t'éliminer pour résoudre ce problème-là. Évidemment, elle s'énerve, elle tue le général, et au même moment, un de ses copains... Très con ce général. un des cadets... Salut, bon je te file une épée. Ouais, et tue-toi. Je ne te dire que ta mère, en fait, tu la connaissais pas. Bon. Et au même moment, en fait, un des cadets un peu concon parce qu'ils sont ados, s'amuse à essayer de piquer un message personnel du général, et en fait c'est une bombe parce qu'évidemment des gens qu'on ne sait pas, sûrement des rebelles, essaient de les tuer, et là en même temps la bombe explose, c'est le bordel. Tilda s'enfuit avec le mec qui a le rendez-vous Tinder à Tartarus, lui il tombe très content et il se retrouve sur Tartarus et j'en dis pas plus, etc. Bref, c'est très compliqué à expliquer parce que le récit est très compliqué aussi. Ouais. 44 pages pour la première issue, on nous en met plein la gueule avec beaucoup de noms, en plus avec des noms qui sont un peu compliqués. Par exemple, le responsable de la sécurité de la station, c'est Ilzen, I-L-Z-N, donc je ne sais pas comment vous le prononcez vous. Beaucoup de choses comme ça. On a un univers qui est très très riche, très profond. On nous en donne un peu à chaque fois, mais quand même beaucoup, quoi. Ouais. Et c'est un peu tout dans la gueule, quoi. C'est le contraire un peu d'Améthyste où t'arrives, t'avances et puis tout est très simple. Là non, là on nous donne beaucoup à manger, on nous donne beaucoup d'informations sur l'univers, sur les lieux. Les dessins sont très très informatifs, c'est-à-dire que c'est très complexe, il y a beaucoup de choses qui sont mises, et en fait quand tu commences à regarder un peu les planches, tu te dis ok, ah ouais, il y a ça, ok, la société marche un peu comme ça, mais merde, c'est quoi ce truc-là, etc. Donc voilà, c'est un récit très 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 dense, très complexe. À la fin de l'issue 3, il y a quand même un gros cliffhanger qui donne envie d'avancer. Ouais. Et donc voilà, les éditeurs ont fini par comprendre que chez Comics Outcast, on lisait les 3 premiers, que c'était le moment de mettre le cliffhanger. Non, mais c'est Image. Ils font toujours ça, tu vois. Après 120 pages, et ça y est, ils décident de te dire tu vas voir, il va se passer vraiment des trucs. Non, mais il se passe beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça fait très science-fiction, entre guillemets, old school. C'est-à-dire que... Alors, c'est peut-être une comparaison un peu osée, mais moi, ça m'a fait penser un peu à un Lincal dans la façon de le récit, surtout quand John D. Fool s'enfuit de la planète, se fait poursuivre, etc. Et pas que dans le récit, pas que dans l'univers, mais aussi un peu dans les dessins qui peuvent paraître brouillons un peu, c'est-à-dire qu'ils sont pas faciles à aborder, mais au niveau couleur, au niveau détail, au niveau imagination, au niveau création, ça foisonne d'idées dans chaque page. C'est quelque chose de complètement loufoque ou complètement ésotérique parfois. Ouais. Et voilà, tu t'en prends en plein la gueule. Et moi, j'adore ça. C'est de la hard science, c'est de la hard SF en fait. Ouais. Et c'est ce qui m'enchante. J'adore le dessin. En fait, je l'adore. Au début, je me disais merde, c'est chiant, c'est mal dessiné, etc. Et en fait, pas du tout. Il y a une espèce de dynamisme, il y a une énergie en fait dans ce dessin, et la qualité de la mise en couleur est aussi assez incroyable, quoi. C'est-à-dire que t'as des nuances. Comme Moebius, mais en moins bien, quoi. T'as une
je sais pas, t'as pléthore de couleurs qui sont souvent très saturées et qui t'en mettent plein la gueule, des violets, des oranges, des jaunes qui vont se mélanger et des trucs complètement improbables. Je pense notamment il y a 2 cases qui m'ont vraiment surprise. C'est à un moment donné, t'as les espèces de gardes prétoriens de la station Olympus qui arrivent chercher Tilde, et t'as en avant-plan, t'as la chef qui est déjà d'un seul coup, elle a énormément de charisme. Alors, en plus, c'est un personnage que tu connais pas, tu ne reverras pas, mais d'un seul coup, elle t'en met plein la gueule. Et derrière, tu as des espèces de gardes prétoriens avec des masques d'or. Et là, tu fais waouh, trop fort. Et quand elle arrive chez le général dans son bureau, le général, il a un trône, un bureau, et en fait derrière, tu as une espèce de tigre vert jade qui s'enroule et qui descend vers le trône. Tu sais pas si c'est vivant, si c'est fait justement ce liquide un peu spécial. Et voilà. Et en fait, cette BD t'emmène tout le temps vers ton imagination. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas regarder quelque chose dans une case ou dans la composition, tu vas dire ok, mais c'est quoi ce truc-là ? Je veux en savoir plus, etc. Quoi. Bon, voilà, je vais arrêter parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, ça m'a vraiment beaucoup enthousiasmé. Exactement. Très bien. Ensuite, du coup, Nivrae, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, je suis moins joasse que Kétrus. Mais Kétrus m'avait prévenu que ça allait diviser. Mais ouais, je suis pas aussi horrifiée que j'aurais pu l'être. J'aime beaucoup l'univers. Je trouve très gros, très large. Il y a plein de choses à faire dedans. Par contre, je trouve que pour l'instant, en tout cas sur les 3 premières issues, mis à part les 3 dernières cases peut-être, le scénario n'est pas à la dimension de la qualité de l'univers. Je suis un peu déçue par le bout d'histoire qu'on nous a raconté dans les 3 premières issues par rapport à ce que l'univers a l'air de contenir. Ouais. On te fait l'intro avec la maman, avec Shurka, il est bien. Là, c'est bien, le scénario est bien. Et puis après, derrière, tu tombes sur un espèce de truc un peu plat. J'ai l'impression que tu mets vachement de temps à fuir vers Tartarus. L'issue 2, elle est un peu longue, ça m'a un petit peu lassée parce que je me disais, je veux plus en fait, je veux la suite. Je veux pas savoir qu'ils sont dans un truc avec que des morts. Enfin, ça m'intéressait pas. Je voulais la suite de l'aventure, la suite de l'histoire. Et du coup, je trouve que c'est un peu déséquilibré là-dessus parce que l'univers me plaît, mais pas l'histoire. Donc je pense que je vais continuer parce que j'ai envie de savoir la fin de la 3e issue fait que tu veux effectivement savoir ce qui se passe derrière parce que tu comprends qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter. Mais je trouve que dans les 3 premières, alors soit on t'en dévoile pas assez, soit on t'en dit pas assez. Enfin, je sais pas. Et pour moi, il y a quelque chose qui manque et qui est pas la même dimension que ce qu'on te présente. Côté des dessins et des décors, je crois que t'as dit ça, Kétrus. Au début, tu trouves ça un peu moche. Enfin, il y a un espèce de truc. Alors, c'est pas que ça te rebute. Il y a certains visages qui m'ont fasciné, que je trouvais beaux, qui avaient des détails. Et puis, certaines fois, ça va pas trop. Et puis, c'est un peu bizarre. Les décors sont un peu étranges. Et du coup, plus j'avançais, plus je me disais, ok, si, il y a des choses qui me plaisent, qui sont vraiment belles. Il y a des choses que je trouve moches, où je trouve des décors un peu bâclés, des visages où les gens en arrière-plan, des fois, il n'y a pas de visage, ils ont une forme, un rond, ok, on dit que c'est une tête. Du coup, c'est un peu inégal, mais il y a les visages, quand ils sont proches, ils sont beaux, il y a vraiment quelque chose qui en ressort. Donc, ça m'a plu dans l'ensemble, mais il y a un truc qui me... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on me vend un univers de fou, mais qu'on me raconte rien, et du coup, je suis un peu frustrée, quoi. Et du coup, le TPB, il sort en septembre. Vous savez combien d'issues ça fera ? C'est prévu en combien ? Alors, pour l'instant, il y en a 5 qui sont annoncés, un TPB fin septembre. Mais c'est annoncé comme ongoing, en tout cas. Ok, d'accord. Et du coup, toi, Joe, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je rejoins un petit peu l'avis de Nivrae. Okay. Et je crois que j'ai mis le doigt un peu sur ce que je pense vraiment du truc. C'est-à-dire, en fait, l'univers est foisonnant, effectivement, et du coup fascinant. Pour peu qu'on aime la art sci-fi, effectivement, il y a quand même, c'est généreux. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression un peu de me retrouver comme dans un jeu de rôle où l'univers est ouf, sauf qu'en fait, on s'attarde sur des histoires un peu random de jeux de rôle, de trucs très secondaires, alors qu'en fait, les vrais héros, les vrais trucs de ouf, bah, c'est pour les films. Genre, c'est pour les films ou le livre principal et tout. Et toi, sur la version JDR, avec les personnages qui ont été créés, bon, bah, tu peux pas jouer les vrais héros. Donc en fait, il y a, et toujours dans ce truc un petit peu jeu de rôle, il y a effectivement beaucoup d'informations. Et parfois, on frise effectivement l'indigestion parce que il y en a dans les textes, il y en a dans les dessins, il y en a vraiment partout, et c'est,
je sais pas, il y a quand même pas mal de moments où je trouvais que l'équilibre était pas bon, quoi, tu vois. Ok. Après, moi visuellement j'aime bien. Ouais. Et je vous vois vos références à Moebius, mais ouais. j'ai vu aussi un peu de Miller, moi, de Early Miller dans le trait. Le récit parfois m'a évoqué un peu Jodorowsky. Ça aurait pu être dans Metal Hurlant. Ouais, ça aurait complètement pu être dans Metal Hurlant. D'ailleurs, Metal Hurlant va être relancé et ça se trouve. C'est tout à fait le genre de truc que je m'imagine trouver dedans, effectivement. Voilà, il y a Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué, hein, c'est un peu ça. Ouais, le problème, ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout, je crois que j'aurais vraiment aimé d'autres aventures dans cet univers-là, quoi. Si tu veux, vraiment l'univers, je le trouve vraiment chouette, mais je connecte pas véritablement avec l'histoire qu'on me propose. Mais ils l'ont tous les deux dit, la fin de l'issue 3, c'est quand même là, genre bon, bah c'est quand même un cliffhanger qui te tient par les balls, hein, et tu vas être obligé de faire. Moi, je vais lire la suite, c'est sûr. Donc en soi, c'est quand même ça de réussi. Ouais. Ok. Bon, et bah du coup on arrive à la fin des reviews pour refaire un petit point rapide sur les différents titres proposés. Donc en début c'était Joe qui nous a proposé Amethyst chez DC Comics. La première issue est parue le 26 février de cette année. Ça sort, on ne sait pas quand. Voilà. Ouais, TPB, je pense à la rentrée septembre-octobre. Ouais. Et c'est de Amy Rader au scénario et au dessin. Et de la vie générale c'était plutôt mi-figue mi-raisin. C'est ça, très violet quoi. Ensuite, on a eu Supergirl Being Super chez DC Comics, présenté par Nivrae, de Mariko Tamaki au scénario et de Joel Jones au dessin, qui est paru le premier issue le 28 décembre 2016 et dont le TPB est sorti en juin 2018. J'ai inversé de ligne en fait tout à l'heure. Elles sont trop petites. C'est des pattes de mouche. Je vais les grossir. Tu dois galérer. Et enfin, en troisième issue, c'était Tartarus chez Image Comics, présenté par Ketrus de Johnny Christmas. Meilleur pseudo, hein, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Oui. Salut, c'est Johnny Christmas. C'est quand même très très Le cool. mec assume pas. Et Jack Tickle au dessin. C'est paru. Le TPB sort en septembre. Et voilà. Et la vie générale, c'était bien, mais C'est pas top. C'est ça. il y a un petit C'est un peu complexe, questionnement voilà. en tout cas. Il y a, Ouais. il y a une complexité. Et Du puis, image, quoi. Frustration. Petite frustration, ouais. donc c'est la fin des reviews et donc des titres récents de VO. Mais pour celles et ceux qui ont tendance à plus lire de la VF, je vous propose rapidement une petite liste des sorties récentes chez nos éditeurs français, tels que le tome 12 par exemple de Batman Rebirth, édité par Urban Comics. Le tome 7 de Lazarus, sorti chez Glénat. The Razorman, tome 2, encore chez Urban. Rasputin dans l'univers d'Hellboy chez Delcourt. The Rigdiv, le tome 8 qui sort chez Glénat. Oui, j'entends des bruits derrière. L'intégrale d'Invincible chez Delcourt. Le Black Hammer tome 4 et Justice League Black Hammer chez Urban, et bien d'autres titres que vous pouvez découvrir chez vos libraires. Et si vous voulez savoir ce que l'on en pense ici chez Comics Outcast, je vous propose d'aller réécouter nos émissions et pourquoi pas de leur mettre 5 étoiles. Et pour retrouver un titre en particulier, venez faire votre recherche sur Cerebro, notre moteur de recherche intégré à Comics Outcast, à l'adresse cerebro.comicsoutcast.com. Alors attends, juste, pardon, je te coupe, mais il y a toute l'intégrale d'Invincible ou c'est en plusieurs J'ai pas vérifié. faudrait vérifier parce que C'est beaucoup trop gros, je pense que c'est des intégrales en plusieurs mais, non, tomes. mais est-ce que ils ont sorti toutes les intégrales d'un coup ou est-ce qu'ils recommencent depuis Il recommence depuis le je sais début. pas parce que Ça doit être depuis le début, oui. parce qu'il faut y aller, hein, les gars. Ouais. Faut y aller. Ouais, c'est 3 tomes. 2 tomes ou 3 tomes Ah bah ça. 3 tomes. J'ai lu 3 tomes et j'ai ri. Pardon. Et vous commencez à le savoir, mais dans Comics Outcast, on aime à perpétrer cette petite tradition initiée par Ike, à savoir le Tour de France de nos régions. Et les plus assidus d'entre vous se doutent qu'après le Lot il y a 2 semaines, il s'agit aujourd'hui du département du 47, à savoir le Lot-et-Garonne. Et donc si vous habitez à Allon, Hanté, Cahuzac, à Cuc, à Cancon, à Bourran, à Montéton, à Agnac, à Bajamont, Est-ce qu'est le pire, Téton ou Cahuzac, quoi. Clermont-Dessous.
à Marcellus, à Samazan. Attention, il y a un héros d'ici Comics qui s'est glissé dans cette liste. À Birac-sur-Trek, à Casteljaloux, à La Bretonnie, etc. Et vous pourrez trouver à Marmande, par exemple, vous pouvez acheter vos comics chez Comic Book Store. Et vous pouvez pas fatigué dans le nom. Un magasin qui dit ce qu'il fait, clairement. Vous pouvez retrouver nous retrouver en tout cas sur les réseaux sociaux via Twitter, Instagram et sur Facebook sur la page Comics Outcast. Mais venez également discuter avec des passionnés sur le groupe Boya Comics Club, toujours sur Facebook, ou encore sur notre Discord du Vaisseau Hypersensas, que l'on partage avec tous nos copains du Vaisseau Hypersensas, à savoir Whisperos, Le Défaussé, mais également Coupe Unité, C'est Cool C'est Quoi, Mister Anyone et bien d'autres à venir. Century Toys, par exemple. N'est-ce pas? Sont venus, est-ce qu'ils reviendront? C'est ce qu'on veut pas. savoir. Et vous pouvez également retrouver toutes les émissions du label sur notre site internet vaisseauhypersensas.fr. Très beau site d'ailleurs. Oui, il est magnifique. Merci, Catrice. Et maintenant, passons au focus. Et le focus, c'est quoi? Si vous nous découvrez avec cette émission, dans le focus, les chroniqueurs choisissent de revenir sur un titre en particulier, un auteur, un artiste ou encore une maison d'édition et nous en parler. Et aujourd'hui, c'est Joe qui va nous parler d'un comics éponyme, on l'a dit en intro, Joe the Barbarian, paru dans la collection Vertigo aux États-Unis et chez Urban Comics en France sous le titre Joe l'aventure intérieure en octobre 2012. Donc c'est pas un titre restant, c'est écrit par Grant Morrison, le grand, et illustré par le talentueux Sean Murphy. C'est même sorti, les issues sont sortis entre 2010 et 2011 à l'époque. Et donc effectivement ça a 10 ans, Joe the Barbarian. J'ai lu Joe the Barbarian il y a quelques années, pas au moment de sa sortie, un tout petit peu plus tard, mais ça devait être en 2014 quand j'étais tombé sur ce TPB en VO chez Vertigo. Et c'était une époque où j'étais un peu dans une sorte d'obsession Grant Morrison, donc, qui est l'auteur, où je lisais tout. Parce que c'était un auteur qui me fascinait, et c'est toujours le cas d'ailleurs, mais je lisais vraiment tout Morrison, et j'étais un peu happé par ces univers hyper complexes, hyper torturés, à base de récits hyper méta tout le temps, et quand je suis tombé sur Joe the Barbarian, j'ai pris ça les yeux fermés, et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis tombé sur, je crois, ce qui reste à ce jour le récit le plus straightforward de Grant Morrison, qui diffère totalement de ce à quoi j'étais habitué de la part de cet auteur, et qui est presque plus proche d'un Neil Gaiman que de Grant Morrison. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Joe the Barbarian, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-série en 8 issues, et donc réunie en TPB un peu partout, en VO et en VF, qui nous plonge dans un univers de street fantasy, quoi, d'urban fantasy, où la fantasy la plus pure, héritée de Tolkien, disons-le carrément, vient côtoyer la vie de tous les jours d'un jeune garçon qui s'appelle Joseph, Joe, le fameux Joe du titre, qui est un adolescent comme vous et moi, n'est-ce pas? Et qui donc qui vit le deuil de son père militaire, qui est mort en service. Il vit donc avec sa mère dans une immense maison qu'ils n'ont a priori plus les moyens de payer, et qui sont donc plus menacés de devoir en partir. Et ce fameux Joe du titre a la particularité de souffrir d'un diabète chronique, qui fait qu'il a besoin tous les jours d'une dose de glucose conséquente, sinon il fait des malaises. Et donc le récit commence par une journée normale de Joe au collège, qui se fait maltraiter par des bullies qui lui piquent son goûter sucré, et on a l'impression que c'est un événement un petit peu anodin, sauf que sur le chemin du retour vers chez lui, il oublie d'aller boire un coca, il monte directement dans sa chambre qui est au grenier, et il s'endort. Et il se retrouve très vite en manque de sucre, et ses forces s'amenuisent. Il décide donc de descendre dans la cuisine pour boire du coca, sauf que entre temps il défaille et perd ses forces, et là le récit bascule dans un univers fantasy
où tout ce qui entoure Joe, à savoir ses jouets, sa maison, les différentes pièces, se transforment en leur contrepartie fantasy. Au même titre que le pet rat de Joe, son petit rat, qui devient dans cet univers une sorte de rat guerrier sans merci. Et on ne sait pas véritablement si c'est dû aux hallucinations de Joe qui va pas bien. Ouais. Et qui donc ne différencie plus vraiment la réalité et la fantaisie, ou s'il y a vraiment eu un portail interdimensionnel qui s'est ouvert et que du coup la quête pour le coca devient une quête pour restaurer la lumière dans un univers menacé d'extinction. Et cet univers, il est composé de plein de sortes de mini-mondes que Joe va parcourir, accompagné de son rat guerrier, puis d'autres personnages dont il va faire la rencontre au fil du récit. Et c'est... Voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est plus ou moins un récit initiatique. Voilà, moi je trouve ça absolument fantastique. Parce que déjà c'est en 8 issues et j'aime les histoires qui se déroulent dans une sorte d'univers un peu en vase clos comme ça, dans lequel on a l'impression de pouvoir un petit peu plaquer son imagination et se faire sa propre grille de lecture du truc. Le récit de Morrison est vraiment hyper malin, je trouve, dans sa manière de passer de l'univers fantasy à la réalité quotidienne de Joe. On est comme quand je faisais référence à Neil Gaiman, je le faisais pas au hasard. J'ai lu assez récemment un Neil Gaiman, en revanche pas récent, qui s'appelle Neverwhere, je crois, qui est une sorte de Alice au pays des merveilles dans un monde souterrain dont on sait pas vraiment s'il existe véritablement ou pas. J'ai retrouvé beaucoup de ça dans Joe the Barbarian. Et en fait le récit est hyper attachant. Il y a aussi un côté un petit peu l'histoire sans fin. Il y a pas mal de références de toute façon à toute cette littérature et pop culture de fantasy préadolescente. Mais c'est jamais indigeste, je trouve. C'est toujours très fin dans les références. Aidé en ça par le dessin de Sean Murphy, qui n'était pas le Sean Murphy superstar de Batman White Knight qu'on connaît aujourd'hui, qui était vraiment au début de sa carrière, dont j'aime beaucoup le trait d'époque, même si je trouve toujours que c'est un artiste, ça fait quand même partie des gens dont on dit souvent beaucoup de bien dans Comics Outcast. J'aimais beaucoup son trait du début, qui est presque plus anguleux encore, je trouve, et en même temps le trait est plus fin, plus fragile. Il y a vraiment quelque chose qui correspond parfaitement au type de récit que Morrison développe là-dedans. Et c'est émouvant, ça fonctionne vraiment comme les meilleurs films de ce genre où en tant que lecteur on a véritablement envie de se plonger dans cet univers, de vivre les mêmes aventures, de faire partie de la team qui part dans cette quête fantastique. Et le personnage de Joe est vraiment super parce que c'est un petit garçon, c'est un jeune garçon qui est en train de mourir, qui est en train de faire une crise une crise diabétique grave, et qui d'ailleurs il est nommé The Dying Boy par les différents peuples qu'il rencontre au cours de sa quête, parce qu'en fait on se rend compte que dans cet univers-là c'est une sorte de personnage mythologique, une prophétie presque, de prophète, tu vois, exactement. Et ce Dying Boy qui est censé faire revivre tout un univers, c'est une parabole qu'on pourrait trouver un petit peu simpliste, mais qui, à travers les dialogues de Morrison et la mise en page hyper intelligente de Murphy, qui arrive hyper bien, je trouve,
spatialiser le truc, c'est-à-dire que la maison, on l'a véritablement bien en tête, et donc les contreparties, pas les contreparties, mais les incarnations fantasmagoriques de cette maison et des choses qui la peuplent prennent énormément de sens. Ouais. Il y a énormément de symbolique. On n'est pas obligé de la chercher, on n'est pas obligé de la voir. On peut juste se laisser porter par le côté épique du récit, mais on peut aussi prendre le temps de noter les références, de se plonger un petit peu plus dans les cases qui sont parfois foisonnantes. Il y a un côté un petit peu au début du récit, il y a un côté un petit peu Toy Story pour adultes aussi, où les jouets prennent vie, et où les jouets, quand ils prennent vie, ce sont pas, par exemple, il y a le personnage de Batman, parce qu'on voit au début que il y a une figurine de Batman dans sa chambre, et la figurine de Batman prend vie, et elle a quand même elle prend taille humaine, mais elle a quand même ses articulations, et tout. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un côté un peu de briquet de broc qui me plaît énormément. Et voilà, c'est hyper intelligent. Ça a été nominé pour l'Eisner Award de la Best Limited Series à l'époque. Ça ne l'a pas eu de peu, je pense. Mais voilà, c'est un récit que je conseille fortement parce que ça permet pour les auditrices et les auditeurs qui ont dépassé la trentaine, ça va forcément vous rappeler plein de trucs. Plein de films, des productions Amblin et tout que vous avez vu quand vous étiez petit, et c'est pas tu vois, cette série elle a été publiée donc maintenant il y a 10 ans. Ouais. On n'était pas encore du tout dans la vague nostalgie Stranger Things et tout le bordel, donc je trouve qu'elle ne souffre pas de toutes ces de mode, de toutes les scories, de tous les clichés un peu qu'on peut retrouver. Par exemple, c'est pas du tout 80s, il y a pas cette vibe un peu 80s synthétique qui a été vraiment popularisée par Stranger Things. On est dans quelque chose, je trouve, de beaucoup plus élégant. Et je pense que voilà, le goût de Grant Morrison y est pour beaucoup. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Grant Morrison, parce qu'il y a des gens qui écoutent Comics Podcast qui savent peut-être pas de qui il s'agit, c'est un auteur de comic book d'origine britannique. Il est écossais, si je ne m'abuse, et il fait un peu partie de la deuxième vague de la British Invasion dans le comic book US. Il y a eu de la deuxième vague, même presque de la première, c'est parce qu'il a publié des trucs comme au même moment qu'Alan Moore, mais il est plus de la génération Millard que Alan Moore, on va dire. Et il a apporté, comme Millard avec lui d'ailleurs, une sorte de truc un peu incisif dans le comic book mainstream US sur lesquels ils se sont parfois incrustés en faisant, par exemple, quand on lit son New X-Men ou son Batman, qui sont des séries à la base vraiment mainstream, connues de tous, qui sont censées être quand même assez accessibles au plus large public parce que c'est des numéros qu'il faut vendre énormément. Morrison vient là-dedans et il arrive toujours à détourner le truc pour en faire pour les emmener vers ses obsessions à lui. En ça, il me rappelle un peu dans un style très différent, mais la même démarche qu'un Hickman, tu vois, qui va se saisir de personnages hyper emblématiques et les retourner un petit peu pour développer de nouveaux, pour défricher de nouveaux territoires avec. Et dans Joe the Barbarian, il est juste dans son élément à lui. Et je pense qu'il a voulu lui-même rendre hommage à tous les récits avec lesquels il a grandi et qui l'ont poussé à devenir auteur. Même si on s'en rend pas forcément compte dans sa carrière, il a grandi avec l'Heroic Fantasy, avec Alice au Pays des Merveilles, avec Le Seigneur des Anneaux. Néanmoins, si vous êtes réfractaire à l'Heroic Fantasy, c'est pas du tout un récit à côté duquel il faut que vous passiez, parce que c'est pas du tout. On peut trouver des équivalents des nains et des elfes et de tout ce que vous voulez là-dedans, mais c'est pas du tout. L'accent est pas du tout mis là-dessus en fait. C'est ce qui fait que je trouve que c'est un récit vraiment très à part et qui serait plus à placer du côté de Neil Gaiman que de l'Heroic Fantasy et de Stranger Things. C'est vraiment un de mes comic books de cœur. J'ai tendance à faire rouler ma bibliothèque pour pas envahir ma baraque de comics, et ça fait partie de ceux que je garde et que j'ai gardé le plus longtemps parce que j'y suis vraiment attaché et que ça m'a permis de découvrir une autre facette de Morrison un peu plus méconnue et qui mérite vraiment d'être découverte parce que
pareil, si vous connaissez Morrison et que vous êtes réfractaire à ses récits parce que vous les trouvez trop complexes, trop torturés, trop méta, Joe the Barbarian, c'est vraiment très 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 différent et ce n'en est pas moins admirable. Voilà. Et ben, ce que j'avais à en dire. On sent à quel point ça t'a touché. Ouais. Et vous, du coup, Ketrus, Nivray, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas facile de repasser derrière ça. Non, en fait, c'est très étrange parce que ça fait un bout de temps que j'entends parler de Joe the Barbarian, mais j'avais un espèce de blocage sur le nom. Ah ouais. Oui. Qui induit en erreur. Qui induit, mais complètement en erreur. Et d'ailleurs, le titre français, même si du coup te révèle un bout du pitch, est quand même beaucoup plus juste, l'aventure intérieure. Et du coup, j'étais complètement réfractaire à ce truc, alors que pourtant j'adore Grant Morrison. Sean Murphy, il n'y a aucun souci avec ça. Et du coup, quand Joe l'a partagé, j'étais là, genre, un truc machin Barbarian, là, ça me saoule, mais c'est pas grave parce que bon, j'aime bien l'artiste, j'aime bien l'auteur. Et en fait, quand tu commences, j'étais là, genre, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais en tête, mais rien du tout. Et je notais au début les premières pages que je voyais parce que j'aime bien faire ce genre de choses. Et j'avais noté harcèlement scolaire, machin. Et puis, au moment où le personnage revient dans la maison, là, j'ai commencé à noter la maison est folle, c'est génial, on voit tout, on comprend tout, t'as le plan de la maison. Enfin, c'est ça. j'étais fascinée, en fait, emportée par le truc. Et une fois que ça bascule le côté fantasy. Alors j'ai noté hypoglycémie de bâtard. Voilà, parce que j'aurais jamais fait l'hypoglycémie, mais ça n'a jamais été comme ça. Hein, c'est quand même assez fou. Et là, en fait, à partir du moment où ça bascule, t'as les premières cases où tu fais t'as les références, tu fais il y a Père Noël, il y a Batman, c'est cool. Et puis après, tu comprends que il est pas juste parti dans un monde fantastique. En fait, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose que ça. Et après, c'est génial de suivre en fait les aventures, sachant qu'en parallèle, toi dans ta tête, t'as le plan de la maison. Et il y a un moment où dans ma tête, je me suis dit, il y a les escaliers. Genre, tu sais, genre ça devient dangereux, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai été emportée par le bouquin. Enfin, je sais pas. Tu étais émue. Ouais, j'ai été émue parce qu'il y a plein de choses qui passent dedans. Non, mais vraiment, ça m'a vraiment étonnée quand tu vois le monstre apparaître à la porte. T'es là, genre il y a des scènes où j'étais pas bien, tu vois. Enfin, il y a des moments et puis tout le final, j'étais émue. C'était, je sais pas, il m'a vraiment touchée. Je m'attendais pas à ça. C'est même pas ce forcément à quoi tu t'attends dans les premières pages parce que au début t'es vraiment dans la réalité. Et embarqué totalement, le titre n'a rien à voir avec ce qui est dedans. Et ça vaut le coup. Grant Morrison est quand même très bon. Et ça me donne envie de continuer à creuser dans ce qu'il a fait avant, parce que c'est vrai que j'ai surtout lu du Morrison très récent. Et j'ai pas lu ce qu'il a fait avant. Tu vois, les Klaus et tout ça, moi j'aime beaucoup, Happy. Voilà. Mais il faut que j'aille creuser plus loin et ça me pousse à le faire. Et Sean Murphy, mais qu'il est bon ce mec. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que quand tu vois la cover, tu fais tiens, le mec il a fait un spin-off de Descender. Ça ressemble quand même beaucoup. Mais non, à l'intérieur. Oui, du coup à l'époque. Ouais. Mais non, c'est magnifique visuellement et le scénario, mais tellement intelligent, tellement de choses à l'intérieur. Et comme tu disais, Joe, c'est pas grave si tu comprends pas toutes les références, tous les détails, si t'as pas envie de creuser, ça marche quand même en fait. Ok, c'est vrai. Très bien. Merci. Et Ketrus, donne-nous ton avis. Écoute, moi si je devais nommer un de mes couples dans les comics préférés, c'est Morrison Quitely. Ouais. Donc quand j'ai vu que c'était pas Quitely, j'ai fait bon. Et en fait c'est Sean Murphy. Je suis bien d'accord avec toi, c'est un peu un duo imparable. Imparable, ouais. Mais non, là, Sean Murphy, c'est incroyable. Enfin, tu t'arrêtes tellement sur les cases, sur certaines planches, et j'étais là, mais fort, tu vois. Et putain, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce que c'est beau, c'est incroyable, quoi. Ouais. Et le récit est super cool. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais on est bien d'accord, c'est bien le capitaine Picard qui lui donne son phaser au début, ou pas? On dirait, hein. On dirait bien. Je pense que pour des raisons de copyright, c'est pas véritablement évident, mais oui, on dirait Picard. On est d'accord, c'est Picard. Donc voilà, un récit qui commence avec le capitaine Picard qui te donne ton phaser. Alors capitaine Picard, et il y a bien d'autres personnages avec des béquilles. Parce que c'est sûrement des jouets cassés et ça c'est complètement ouf et c'est des idées incroyables, quoi. Et après je vais pas répéter ce qui a été dit, c'est émouvant, c'est super bien trouvé. Moi j'ai trouvé ça peut-être un poil long à un moment donné. J'aurais peut-être préféré 6 issues que 8, je sais pas. Mais voilà, parce qu'en fait quand tu comprends exactement, enfin tu comprends très vite ce qui se passe, mais quand tu commences à... Oh merde, j'ai spoil. Enfin bref. Désolé, on coupe. Tu mets un bzzzt, Adrien. Et en fait, t'as envie que ça avance et
j'avais l'impression, je me dis merde, vas-y, avance, il reste encore 3 issues, tout ça, mais ouais, non, c'est un super voyage. Et je suis d'accord, ça fait pas nostalgique 80, moi je trouve plus 90 en fait, et ça me fait penser, tu sais, à tous les films un peu comme Chérie, j'ai rétréci les gosses, les aventures intérieures, ce genre de choses. Comment ça s'appelle avec Atriou L'histoire sans fin. En fait, tu retrouves un peu cette patte et t'as effectivement envie en fait d'être le gamin qui s'invente ça, enfin qui s'invente non parce qu'en fait c'est une hallucination, mais ouais, t'as envie de rentrer dans cet univers-là. Donc ouais, c'est génial. De toute façon, ceux du Morrison, faut tout lire de Morrison. Et voilà. Et j'aurais fini l'obsession de Sean Murphy pour les petits objets, moi ça me fait si plaisir, enfin, tu vois, de voir ces cases où ça fourmille de plein de petits détails et tous les jouets. Tu passes du temps à checker tous les jeux, voir si t'as toutes les références, les petits soldats, les petits machins. Les affiches avec des petits traits. Enfin, c'est vraiment non c'est super. Ça faisait longtemps que je voulais conseiller ce truc dans Comics Outcast. J'ai bien l'impression que sur les personnes qui sont en train d'écouter sur Discord, tout le monde l'a lu, mais néanmoins je caresse l'espoir que certaines personnes vont se dire j'avais jamais lu de Morrison parce que ça me fait chier, je vais tenter Joe de Barbara. Et clairement, Adrien va le lire pendant les vacances. D'autant plus qu'Adrien est réfractaire à la fantasy, donc si il aime, ce sera une petite victoire. C'est fantasy, mais c'est pas tant que ça en vrai. Non, c'est pas une fantasy, c'est pas de la art fantasy. C'est pas de l'art fantasy, c'est de la fantasy urbaine, du coup ça marche bien. Bon, et du coup, pour résumer vos avis à tous, c'est génial. Voilà, c'est profond, touchant, ça vous a ému, c'est beau. C'est Joe The Barbarian et Joe l'aventure intérieure chez Urban Comics et DC Comics en VO. C'est paru en 2010 en VO et 2012 en France, donc vous pouvez très certainement vous le procurer. Faites-vous plaisir. Et avant de passer hors les bulles, je tiens à faire un petit coucou à nos patronautes qui nous écoutent en ce moment, ces fidèles auditeurs qui ont fait le choix de nous soutenir financièrement via Patreon pour nous permettre d'acheter et renouveler notre matériel, mais également avoir accès à un studio dans lequel on est revenu là depuis 2 émissions et ça fait plaisir de tous se revoir. Mais également peut-être de préparer des émissions hors de Paris ou tout autre événement et autre chose. En contrepartie, ils ont accès à des contenus exclusifs ou en avant-première et pour les plus généreux d'entre eux, avoir la chance d'être nommés dans nos émissions. On fera ça tout à l'heure. Et également, ils sont là avec nous en ce moment, pas présentement, mais ils nous suivent via le Discord de Vaisseau Hiver sans sas. On leur fait à tous des gros bisous. Si vous aussi voulez nous soutenir, n'hésitez pas, ça nous aide. Et ça nous fait plaisir. Adrien, un petit jingle ? Oui. Et c'est maintenant l'heure du Hors les bulles. Dans cette partie de l'émission, les chroniqueurs présentent une œuvre tirée de l'univers des comics. Ça peut être une série. Œuvre au sens large. C'est une œuvre. Ça peut être donc une série, un jeu vidéo, un jeu de cartes ou de plateau, un documentaire ou même pourquoi pas une expo. Ce serait bien ça une fois. Ouais. Et ce soir, ils vont nous parler d'un film puisqu'il s'agit de Brightburn, l'enfant du mal en français, et réalisé par David Yarovsky et sur un scénario de Brian and Mark Gunn. Il est sorti dans les salles en juin 2019 et est disponible en France actuellement sur OCS. Alors, mes petits loups, qui est-ce qui nous parle de Brightburn ? Qui se sacrifie ? Qui se lance ? Moi, je veux bien vous faire le pitch. Vas-y, fais un truc un peu drôle. Un peu drôle, merci, la pression. Non, c'est très simple. Soit extrêmement drôle. En fait, le pitch, je crois que c'était même C'est Brandon. Brandon. Le nom. Brandon. C'est en gros, je crois que la tagline, l'une des taglines du truc, c'était Superman but evil. Ouais. C'est ça. Donc en gros, c'est une origin story de super vilain. Donc on est dans la campagne du Kansas. Une sorte de navette spatiale, de shuttle, space shuttle, a atterri dans un champ. À l'intérieur, il y avait un bébé qui a été récupéré par une famille qui avait du mal à avoir un bébé. Et ils ont élevé ce bébé comme s'il était normal, sauf qu'au bout d'un moment, il a bien entendu
commencer à manifester des pouvoirs qui nous dépassent et que très vite, plutôt que de s'en servir pour aider son prochain, il s'en sert pour découper son prochain et obtenir absolument tout ce qu'il veut, puisque sa motivation c'est de conquérir le monde comme Minus et Cortex. Et donc voilà, le film raconte ça, l'avènement d'un super vilain. Idée intéressante, pas pour autant très originale, parce qu'elle a déjà été développée dans plein de récits de comic books. On pense évidemment à Red Son de Mark Millar, mais c'est vraiment pas le seul. Et pas en film. Mais pas en film. Et puis surtout pas aux yeux de... Enfin, le grand public auquel le film était peut-être destiné, je ne sais pas, ne connaît rien de tous ces récits-là. Donc pour eux, ils devaient se dire « Waouh, hyper intelligent comme idée de retourner le délire de Superman. » Comment tu te moques des moldus, c'est abusé. Alors, je peux enchaîner vite fait avec ce que j'en ai pensé. Enchaîne le film. Écoute, j'ai trouvé ça à chier. Cela dit, je sauve quelques trucs, comme les scènes gore qui sont unapologetically gore. Oui, et ça, Un petit morceau de fer dans l'œil. Ah, j'aime bien. Oh, putain. Je me suis tordu. Ah, moi, j'aime vraiment bien. C'est-à-dire, quand ça part dans le gore, en fait, le film Puis tu fermes les yeux, tu réouvres, c'est pas de fini. références ultra obvious à Evil Dead, à plein de films d'horreur. Tu sens qu'en fait, le mec, il voulait faire un film d'horreur. À mon avis, c'est raté. Mais il y a des fulgurances. Il y a des moments où vraiment c'est du gore complètement assumé, assez jouissif, et où j'étais là genre putain, si vraiment ça allait à fond dans ce délire-là, et que c'était moins con sur sa manière d'over-dramatiser le truc et l'histoire de la famille et tout, bah ce serait vraiment fun, tu vois, ce serait fun. Là, le problème, c'est que c'est rendu pas fun par un truc hyper poussif derrière tout ça. Entre les scènes de gore, il y a vraiment des trucs chiants comme la pluie, clichés à mort, avec en plus des trucs genre la discussion sur la puberté avec le père pendant qu'ils sont en train de chasser. T'es là genre, ouais les gars, est-ce que vous auriez pu aller encore plus loin dans la symbolique moisie, si tu veux. À côté de ça, la mère courage qui va défendre son enfant bec et ongles, c'est-à-dire tout ça, t'as l'impression de l'avoir déjà vu 1000 fois en mieux. Et ce petit gamin, il y a quand même pas mal de moments où t'as envie de lui filer des gifles, mais pas pour les bonnes raisons, vraiment parce qu'il joue pas très très bien et que. Toujours des bonnes raisons. Oui. Oui, c'est toujours des bonnes raisons de foutre des gifles à un gamin, mais là, je sais pas, il y a vraiment. Tu trouvais qu'il jouait si mal que ça ? J'ai trouvé qu'il était parfois, quand il commence à devenir evil, il est dans un surjeu assez flippant. Quand il fait ses phases l'exorciste, parce qu'il y a aussi énormément de références à l'exorciste, il me fait rigoler. Et puis j'ai trouvé ça aussi parfaitement nul que la motivation, enfin le déclencheur du truc, c'est son space shuttle qui lui parle. Alors ça, il y a aucun moment où après t'en. Il apprend des mots. Il apprend des mots, c'est étrange, tu comprends pas trop. Il apprend des mots d'une langue qui est donc, j'imagine, le evil kryptonien. Et c'est son space shuttle qui lui parle, qui le réveille la nuit, genre il faut que tu domines le monde. Et genre ah ok, c'est ça en fait sa motivation. C'est sa navette qui lui indique la marche à suivre, et lui il dit ok. Et c'est vraiment c'est pas bien quoi, enfin, tu vois, c'est con comme la lune, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des petites idées parfois de mise en scène qui font moins téléfilm que le reste du film et tout. Il y a alors bon, faut pas qu'il y ait trop d'effets spéciaux, parce que quand il y en a, c'est un peu limite en termes de production, budget, il devait pas y avoir des masses, donc il y a certains effets qui ont bénéficié d'un certain soin, tandis que d'autres ont été un peu voilà, c'est à l'abandon. Et puis alors, je vais pas y aller en full spoil, mais il y a plein de moments où on se dit mais vous êtes complètement con. Enfin, on dit mais cette histoire de buée là, à un moment il y a de la buée. Oui. Et en fait, le shérif, donc, qui enquête un petit peu, découvre le fameux signe qui a été écrit à la buée. Sauf qu'en fait, il souffle du mauvais côté de la vitre, donc ça n'a aucun sens. J'étais là, genre. Mais en fait, il a mis la buée, il a dessiné son truc sur la vitre à l'extérieur du truc. Lui, il est à l'intérieur, il souffle et il voit quand même le truc se dessiner. Mais mon Dieu, vous êtes neuneux. Et il y a plein de petits moments comme ça où j'ai un peu fait spalmer. Attends, on est sûr que c'est à l'extérieur qu'il l'a fait ? Bah oui, parce que c'est la télé, c'est à l'extérieur qu'il fait froid. Ouais.
Et c'est à l'intérieur qu'il y a du chauffage, en fait. Enfin, tu vois, donc la logique veut que il ait dessiné ces petits trucs à l'extérieur. Donc il y a plein de petits moments comme ça où j'étais là, genre, bon, bah, c'est que. Il en a dessiné beaucoup d'ailleurs. Et il en a fait beaucoup. Hein, il a beaucoup de pouvoir. Tu sais pas vraiment ce que c'est, ces super pouvoirs d'ailleurs. C'est la patience. Parce que c'est la patience, du coup. Il est très patient. Oui. Il est très rapide. Et bon, il y a 2-3 moments où tu vois qu'il vole. C'est un peu, je sais pas. C'est brouillon, mais. Je vais vous laisser parler, pardon, parce que je suis un peu en train. Je suis dans une plaine logorée de vomi. Mais allez-y, parce que j'ai hâte de vous entendre chier un peu dessus aussi. Est-ce que Ketrus, tu vas un petit peu. Non, bah, je dis comme Joe. Voilà. Non, mais en fait, Donne-nous ton avis. ce film-là, je l'attendais vachement. C'est quand j'avais vu les bandes annonces, l'idée, tout ça, j'étais comme un petit fou, quoi. Je me dis, waouh, enfin, ils vont sortir ça. En plus, ça a été survendu, oui, James Gunn et tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et il est il produit, producteur et c'est ses frères qui écrivent le C'est scénario. son frère et son cousin. Et son cousin, Ouais, pardon, oui. sans Mais famille. c'est deux Gunn. Un jeu de mots à faire dessus, Ben, tu nous manques un peu là. Et non, bah, je rejoins ce que dit Joe. Après, moi, tu vois, les films comme ça, en fait, comme je regarde aussi beaucoup de séries B, tout ça, un film, ok, des fois t'entends, ouais, le scénario il est pourri, c'est pas logique, tout ça, mais un film c'est pas que ça peut être aussi des moments en fait que tu kiffes de temps en temps où la photo peut être sympa, etc. Et en fait, il y a quand même des moments ultra kiffants dans ce film, les scènes gore elles sont incroyables dans le restaurant, c'est dingue quoi. Après, tout part en couille, mais il y a ce petit côté, tu sais, comment dire, l'espèce de catharsis que tu peux avoir quand t'es gamin et en fait que t'as envie d'envoyer chier tout le monde et surtout les adultes qui te font chier. Et en fait, il y a ce petit côté-là, le gamin qui pète un câble et qui devient fou. Sauf qu'il a des pouvoirs immenses. Ouais, sauf qu'il y a des pouvoirs immenses. Après, le problème, c'est que il n'y a pas de réponse à ça en fait. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas vraiment de morale, il n'y a pas de structure qui va te donner un film en fait intelligent avec une bonne morale et tout ça, ou en tout cas des réflexions. Donc ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quoi. Et problème peut-être d'être allé vers un film d'horreur plutôt que d'être allé vers un film plus profond. Moi je trouve ça super bien qu'ils aient, en fait, le fait que ce soit un film d'horreur, moi c'est ce qui m'a donné envie. Je me suis dit enfin tu vois, ils osent un truc comme ça quoi, et tu te dis bah peut-être qu'ils vont faire New Mutant qu'on n'a toujours pas vu, mais c'est ça. Je les oublie un peu vite. C'est vrai. Il est repoussé pour qu'un jour il disparaisse. Parce que je les ai déjà connus et c'était cool quoi. Tu dis putain voilà, ils vont avoir les couilles, tu vois, comme Deadpool a pu avoir les couilles de faire un truc complètement irrévérencieux sur les super-héros, tout ça. Tu dis bah et là ils vont faire du super-héros méchant et gore et tu vois et pas du tout politiquement correct. Et en fait ils l'ont un peu gâché quoi. Et en plus, tu vois, il y a des trucs qui vont pas. Ses pouvoirs, t'as l'impression qu'il devient méchant parce qu'en fait, c'est une victime à l'école, quoi. Et en même temps, c'est parce que il y a une espèce de schizophrénie avec sa shuttle. Ça Navette lui parle. Ça Navette lui parle. Ça Navette lui parle. Excuse-moi. Mais est-ce que ça arrive pas à des gens ça? Parce que des fois, quand on entend des trucs. Que ta navette te parle? Bah ouais. Ah bah je sais pas, faudrait demander. Mais est-ce que c'est une raison pour après aller chez des gens la nuit et les regarder quand ils dorment? Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais fait ça? Je veux dire. Même sans super Pause 2000. Ouais, Mais tu vois, néanmoins, tu me rappelles cette scène où effectivement il va. C'est son love interest un peu, tu vois. Il va criposser dans la chambre de son love interest. Et il y a ce truc avec l'ordi qui s'allume et qu'elle ferme et qui se rallume et tout est là. Genre, on est vraiment dans du pur film d'horreur. Ah, mais oui. Et tu sais, tu vois le rideau et t'attends qu'il y ait un truc derrière le rideau, tu vois. Et en fait, bon, c'est con parce que ces petits moments-là, c'est vraiment. Mais excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais partir dans ton. Non, c'est vrai, quand il est sorti l'année dernière, tout le monde disait que c'était de la merde. Donc, quand je l'ai regardé, je m'attendais pas à grand-chose non plus. Et j'étais plus contente de ce que j'ai vu par rapport à ce que je m'imaginais. Je m'imaginais, m'ennuyer. Là, je me suis pas ennuyée. T'as toujours des choses à voir. C'est pas toujours plaisant, mais limite, tu rigoles un peu parce que c'est. Je sais pas, tu sais, c'est dans le gore et dans l'horreur, des fois c'est tellement abusé que t'en rigoles un peu. Tu dis, t'attends le prochain gag. Non, mais c'est limite, c'est un peu ça. Il y a des passages Tex Avery à la fin, la maison. Là. Mais mais quand ils font l'anniversaire et que le cousin il lui offre un gun, tu dis, mais non, mais c'est tellement abusé. T'offres un gun à un gamin qui est déjà en train de péter un câble. Non, mais oui, bien sûr. Et qui effectivement, quand il va chasser avec son père et qu'il y a tout le discours sur la. Enfin, c'est. Le père qui est interprété par Roy de The Office. Ça m'a fait plaisir. Du coup, il a fait autre chose dans sa carrière. L'âge, ça lui va bien. Il était super pour le rôle, je trouve. Puis il a réussi à se marier pour une fois. Oui. Mais est-ce que du coup, on n'a pas eu de la chance avec Superman?
Parce que Non, mais finalement, oui, tu bien vois, sûr. et ça se trouve, on lui a aussi offert Non, mais des après, guns quand il était jeune. ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais lui, il les a. Mais là, c'est vrai que le moment où pas le gamin commence à vriller, tu te dis pourquoi est-ce qu'il a pas vrillé plus tôt? Parce qu'en vrai, depuis qu'il est bébé, ce vaisseau, il est là. Pourquoi il lui parlait pas Non, avant? la navette, c'est que la navette a atteint la puberté en même temps. Comme dans beaucoup d'histoires, tellement, tu sais, ouais. rebellé aussi. Quoi. Non, c'est vrai qu'il est tellement bizarre. Après, ouais, il y a des scènes, franchement, la scène du restaurant, elle est extra. Ouais, la scène du restaurant Ça est m'a super, pris- la scène du crash de bagnole est chambée. Mais ouais. En fait, c'est les moments où t'es là, genre, Il y a le moment mâchoire quand même. mais il est trop Mais bien. oui. Oh là là, Ouais. C'est oui. hyper carré. Ouais, Ouais, mais c'est c'est ça, super c'est ça. que, en Ouais, fait, c'est trop bien. quand tu vois les Evil Dead de Sam Raimi, Ouais. c'est du cartoon pur et dur, c'est Ouais. du slapstick et tout. Et dans ces moments-là, on est dedans. Et il y a même des courts instants où je me suis dit, putain, si Sam Raimi avait fait le truc, ça aurait Ouais. été vraiment drôle de bout en bout et ça aurait été chambé. Là, malheureusement, je trouve que ça manque vraiment d'ambition en Ouais. termes de réal. C'est vrai que t'as beaucoup Il y a de choses plein qui de te petits rappellent trucs des bien. choses, quoi. Ouais. Genre quand t'as c'est l'histoire de l'alarme dans le jardin qui s'allume et tu dis, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver dans la maison. Ça, c'est Halloween. Mais oui, mais c'est ça. vraiment- Ouais, il y a plein de scènes où tu te dis, ah, ça me rappelle des films, en fait. Ça te rappelle des choses que tu connais. Et du coup, il y a un petit côté plaisant, tu vas là-dedans, mais sinon, le film derrière, il Non, mais c'est ça. raconte rien, quoi. Je pense que c'est typiquement le film que tu peux mater à plusieurs et te marrer. En Ouais. fait, quoi. Ah bah oui, oui. Non, parce qu'en plus, effectivement, l'acteur, il est pas, le jeune acteur, il est pas exceptionnel. Je crois que c'est son premier et seul film, d'ailleurs. Et du coup, bah, tu peux pas le prendre au sérieux. En plus, c'est idiot ce côté où la navette lui parle. Enfin, à aucun moment, il fait vraiment crédible en méchant. Donc ouais, moi, tu peux te marrer. Moi, j'ai vraiment cru que c'était de la schizophrénie à un moment donné. En fait, Non, en c'est fait, vrai. non, c'est vraiment ça. Non, c'est juste de la connerie. C'est juste son vaisseau spatial. Très, très, très con. Rappelons quand même, bonjour, c'est Adrien Larosé. Bonsoir, Euh, Rosé. Rappelons donc que le film est écrit par Mark Gunn et Matt Gunn, C'est ça. qui Et Brian. sont et Brian, qui sont les frères et cousins de James Gunn. Ouais. C'est produit par James Gunn. Ouais. Qui bien sûr a réussi à placer sa petite famille. Ouais. Petite histoire amusante d'ailleurs, il y a un autre frère qui lui est acteur, Oui. qui joue dans Gardiens de la Galaxie, enfin fait. il fait des caméos un peu ici et là machin. Et voilà, et James Gunn a soutenu le film voilà, en allant présenter ça aux avant-premières, blablabla. Bon, James Woo, pas top Non. ça. Ouais, mais James Woo, il a récupéré ses sous. Parce que 12 millions de budget, 33 millions de revenus, tu vois. Ah ouais, bah. Donc bon, bah, écoute. après, la promo était bonne. Hein. Le côté film d'horreur, Oui, c'est c'est vrai. Superman, mais version evil, ça marchait super bien en fait. Oui, c'est. Non, mais Et les gens qui venaient chercher un peu de gore, ils ont eu leur petit gore, Elle tu était vois. quasiment intégralement dans la bande-annonce. Hein, de Oui. mon souvenir. En fait, le concept, le concept est hyper accrocheur pour n'importe qui, je pense. C'est juste, C'est dommage, quoi. voilà. Bon, Dommage. et bah, pas beaucoup de points positifs finalement. Non, mais Non, mais en ça se en regarde, vrai, franchement. il se regarde. Ouais. Alors, faut le regarder en groupe entre potes et tu te marres bien. Oui. Je pense qu'il y a pas mal, il y a plein de petites Ouais. idées, même si c'est Mhm. déjà un peu revu pour certaines, c'est rigolo, quoi. Moi, je trouve que dans le fond, il est pas honteux non plus. C'est juste qu'il manque d'ambition et de C'est ça, ouais. construction. Et, Ouais. je pensais que vous auriez Et- moins de choses à en dire finalement. Et je pense même qu'ils ont Non. grandement ouvert la porte pour une suite. Ah, tu trouves Oh oui, très. Bah si, parce qu'en ouais. fait, ils se finissent sur. Même une sorte sur de- une grosse sorte de- ouverture, ouais. de caméo, D'univers là. partagé de méchants, tu vois. Mais ouais. Parce que tout le monde est un Ouais. méchant. Mais Pour moi, à la bon, fin, il a détruit le monde et c'est fini, quoi. Ah, je pense qu'il y a encore du challenge. Hein. Ouais, mais je pense que C'est pas vu comme que ça a si quand en même face, pas on leur mettait des été un adversaires. carton. On lui mettait Ouais. des adversaires, on lui met d'autres méchants. Pour moi, c'est juste de la référence à Aquaman, Flash, Je Wonder suis sûr qu'il Woman pourrait faire une suite. et un personnage point d'interrogation. Hmm. Mais à un moment, j'avais trop envie qu'il y ait, tu sais, qu'il y ait Batman qui arrive et qui lui colle une tarte. Et tu sais, Mais ça, en 2 et qu'il y ait secondes, une ouais. référence Dans ta chambre. au même, tu vois, genre Ah oui, c'est il ça. fait j'ai des boulettes, ta gueule. Et on n'en parle plus. Et c'est À fini, 15 ans, tu quoi. vois. Oh. Et tu vas en pension et puis c'est tout. Fais pas chier. Tu fais péter sa navette, il n'y a plus de pouvoir, on n'en parle plus. C'est tout. Très Ouais. bien. Voilà, Bon. personne n'a compris cette enfance. C'est terrible. Et oui, il souffre en plus. Mais attends, il était dans une famille heureuse. Parce que moi, je pensais que c'était ça au départ, le film. C'est qu'en gros, il était gentil, il arrivait chez des méchants, du coup, était élevé comme un méchant et devenait méchant. Mais en fait, c'est pas ça, c'est même pas ça. C'est Non, sa non, navette non. qui le rend Bah, méchant. Il y a le côté déclencheur. Non, c'est pas la navette. C'est, tu sais, il se fait pas rattraper par la nana. Il tombe par Oui, terre mais et tout le monde se fout de sa c'est gueule. pas sa famille. Ouais, mais Oui, déjà ça, avant, c'est il allait pas très déjà- bien. Il a déjà effrayé, Ouais. avant. Ah oui, il a déjà. Oui, c'est pour ça qu'elle le laisse tomber. Il a hein. des photos de. Ouais.
d'organes. Ah oui, avec c'est Ah oui, vrai. les dessins aussi, c'est vrai. Ouais. des photos de. Complètement. Ouais. Il a des revues avec des nanas à poil et avec des organes. Ouais, c'est très bizarre. Futur biologiste. Tellement chelou. Ouais, sans doute. Puis ses cahiers de dessin sont pas. Ça, on les voit à la fin. Non, tu les vois, tu vois qu'ils griffonnent un peu au début et tout. ouais. Ouais. Son costume et son. Ouais. Il est Un magnifique costume d'ailleurs. Ouais. Ah là là. Ouais. Fait maison. Totalement. C'est ça. Oui, Bref. puis en plus qu'il l'enfile. Parfois, t'as l'impression vraiment qu'il l'a toujours dans sa poche et puis qu'il l'enfile. Genre, Ouais. la Oui, scène bon, alors de- ça, Superman, après. Spider-Man, Ça c'est va. bien Bien aussi. sûr, non mais là c'est quand même c'est un peu cool. déjà tu sais pas pourquoi il se fait un costume de super-héros parce qu'à aucun moment on te laisse penser qu'il est un peu dans la mythologie super-héroïque ou qu'il lit des Oui. comics et tout, donc c'est vraiment genre tu sais pas vrai trop que ça pourquoi il tombe, décide d'avoir une cape et un masque en fait, puisqu'à aucun moment on te dit que c'est dans un monde où il y a déjà les super-héros soit en effectivement. vrai soit dans l'imaginaire et tout, donc en fait bon bah il a décidé qu'il allait avoir une cape. Ils sont 15 pecnos dans le coin, on va savoir qui c'est rapidement quand même. Voilà, et vraiment les moments où il se. À la limite, si on avait vu. Tu vois, s'il y avait eu une ref détournée justement à Superman où tu le vois courir pour buter quelqu'un en enfilant son costume Ouais. et tout, pourquoi pas, ça aurait été marrant. Mais là, c'est vraiment genre. Un plan, il a pas de costume, pof, le plan d'après, il a son costume, tu sais pas. Franchement, ouais. Et pareil, il y a un truc ils ont dû couper pour un problème de droit, mais tu sais, le moment où il se lève la première fois de son lit la nuit pour aller vers sa fenêtre Vers pour la voir grange, le vaisseau, il a vu du dessus sa couverture rouge qui est accrochée à lui avec son t-shirt bleu, ça fait clairement Superman. Ouais. Et quand il arrive devant la fenêtre, il n'y a plus la couverture rouge. Je pense que le visuel était vraiment trop marqué Superman. Je pense Ah, qu'ils ont eu des possible. soucis de droit avec ça. Ouais, peut-être. Hmm. Hmm. Ouais. Bref. Voilà. Non mais ça, C'est- c'est Mais regardez-le avec attendez, des bières et des franchement. copains. Ouais. C'est ça. très bien. Exactement. Bref, c'était Brightburn. Je vous refais pas toute la BO, ça va. C'est le moment de finir cette émission. Non, Si. Qu'est-ce qu'on a été incroyable. concis Je sais pas, on a mis combien de temps, André? On n'a pas été concis. Bah, ça On fait nous même fait- pas 2 heures là, non? À peine. 1h40. C'est bien là. ça, hein. C'est beau, Franchement, non ça va. Hein. Je crois On que est c'est les le plus moment forts. de citer nos petits patronautes. On leur a promis. Nivrae, tu veux faire? Attends, je retrouve ma liste. Bon, attends, je commence. Je cherche la liste. Tu En plus, reprendras. là, J'ai on fait la a, liste on à a jour. bien 40 minutes pour dire toute la liste, donc on peut. Ah. Clair, facile. Non, On 20. fait la moitié d'une émission de Ben Renault. Donc on remercie chaleureusement Vincent, Joanie, Alak, Rekma, Pierre, Matt, Perchac, Lionel et Fanny, Fred, Pras, tu vas prendre JP, Garco, Guillaume, Damien, Renaud, Alexandre, Chloé, Yannick, Yagba, Scaraxo, Prigmore, qui nous écoute d'ailleurs, on l'entend. Enfin, on l'entend dans nos têtes, hein, on sait qu'il est. Jojo Nathan aussi. Et Rémi, un des petits nouveaux. Parce qu'il y a toujours des petits nouveaux. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à eux, ils nous aident vraiment et ils nous touchent dans nos petits cœurs. Et ben voilà, l'émission 147 touche à sa fin. On a été heureux de partager tout ce petit moment avec vous. J'en profite pour faire des petits bisous à tout le monde. Bisous Adrien. On te retrouve où? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes actualités? Alors, on me retrouve très bientôt à la plage, Où ça en ta présence d'ailleurs. On retournera à peu près au même endroit que l'an dernier, donc peut-être en compagnie d'un coq. Peut-être qu'on retrouvera un coq qui nous embrouillera. Un coq de plage. On ne sait pas, peut-être un coq de plage. Et voilà, et très bientôt avec des nouveaux jeux. Tiens, d'ailleurs, on vient de sortir The Wanderer, Frankenstein's Creature sur Switch, un très bon jeu narratif sur l'histoire de Frankenstein comme vous ne l'avez jamais expérimenté. Voilà, je vous invite à y jeter un œil. Et puis, ouais, on a plein de choses en carton et tout, et j'ai vraiment hâte de sortir ça va être cool. Très bien, ça donne très très envie. J'ai toujours pas de Switch, mais bon. Mon anniversaire, c'est bientôt. Le 15 Ah ouais, août. c'est quand? Le 15 août. Ah, c'est cool. Non, le 5 août. Le 5 août. Moi, c'est avant. Kutrus, on Ouais. te retrouve où? On me retrouve où? Ouais. C'est vrai. On me retrouve dans le Contrecast en ce moment. On a sorti un épisode il n'y a pas longtemps. On parle de pop culture, jeux vidéo, bouquins, BD, etc. Très bien. Eh ben, on te fait des bisous. C'est vrai? À très bientôt. C'est sympa. Ouais. Merci. Bientôt quand, du coup? Bah, bientôt. D'accord. Et toi, Nivrae, on te retrouve où? Quelles sont tes actus? Eh ben, toujours dans Netflixers, on a fait la 50e. Ouais, Quand même, pas mal. Hein. Dans le prochain Comics Outcast, parce que tant qu'on y est, j'y suis, Mais j'y oui. reste. Hein. Et sinon, mois d'août, après, je serai dans les cartons. Et normalement, je pourrai la enfin chance. mettre mes bibliothèques avec mes comics. Oh là Attends, là. et 6 mois que j'ai plus rien.
En fait, je suis en train de racheter tout ce que j'ai pas. Donc, mes cartons, ça va être l'enfer parce que ma reading list est dans les cartons. Du coup, je rachète des comics pour lire alors que ma reading list m'attend. Tu vas faire une grosse brocante, c'est cool. Ça va être l'enfer. D'accord. Mais j'achète du coup des bibliothèques. Ok, je t'aide à déménager. Ça marche. Très bien. Et bon courage à toi. Merci. Et Joe, alors toi, on te retrouve où? Quelles sont tes actus? Oh bah là c'est l'été, hein, donc moi vous me retrouvez dans tous les endroits où on fout rien globalement, dans tous les endroits où ça glande. Dans les bars. Je serai là, tu vois. Ouais. Si vous me cherchez bien, vous devriez me trouver à un moment. Vraiment, tapez dans Google genre endroit où vraiment il se passe que dalle. Et a priori c'est là que vous devrez me trouver. Cela dit, de manière dématérialisée, vous me retrouverez bientôt dans Rockyrama parce que j'ai retrouvé un peu de temps pour écrire pour Rockyrama, Cool. ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc là j'ai un papier sur un film de 1975 qui s'appelle Rollerball et un autre sur Fight Club qui arrive, que je suis en train d'écrire et c'est chaud d'écrire un truc qui n'a pas déjà été écrit sur Fight Club, mais je vais essayer. Et puis à côté de ça, Pop Live qui reprendra à la rentrée sur MCM tous les jours comme d'hab. Peut-être un petit Comics Outcast, je sais pas. 20th Century Toys qui va revenir aussi. Et puis French Toy Love où je continue à poster des photos de jouets très régulièrement. Voilà, sur Instagram. Super, super actu. Tiens, J'étais hyper content d'être là, je viens pas souvent, mais je le oui, dis à on chaque est fois, du content coup, de c'était t'avoir. toujours un plaisir de faire du Comics Outcast. Bah, De temps en temps, on envoie un message en disant peut-être que Joe sera dispo. Et quand t'as le message, je suis dispo, genre incroyable. C'est un vrai plaisir. Et puisque tu parles de Fight Club, t'avais lu le comics? Oui, j'avais trouvé ça pas très bien. Ah ouais, ok. Bon, je le lirai pas alors. Mais ça a l'air beau, non? Ouais, c'est beau. Ouais. C'est très très beau. David McKee, je crois, ou un truc comme ça, qui manie l'aquarelle comic bookienne comme personne. Ouais. Mais j'ai trouvé le récit un peu. Ok. Mais on en avait parlé dans Comics Outcast, je crois. C'est pas une émission Fight où Club? j'étais, Ah, mais Ça, il y a c'est rien, sûr, ouais, je crois il me pas. semble qu'il y a eu- Non, il n'y a pas la review de Fight Club 2 ou un truc comme ça. Et vas-y, on a un peu de temps là, vas-y. fais une Go petite Cerebro, revue. Go Cerebro, cela dit. Ouais. Pour vérifier si je dis de la merde ou pas. J'ai un Est-ce doute. que, comme quand les jeans utilisent le liquide, Ouais. est-ce que ça devient des jeans délavés? Wow. Oui. On l'a, c'est bon. Oh, Adrien, cette sorte d'approbation molle. Ah oui. Bon, voilà, écoutez, vous en faites ce que vous voulez.